Analyser cet être en cours de constitution en 3 niveaux. D'abord, on peut regarder le discours d'Emmanuel Macron et des gens qui constituent sa garde rapprochée, voir un petit peu ce qu'ils disent. On pourrait dire le macronisme parlé, le macronisme dit. Ensuite, on peut analyser le mouvement macroniste en lui-même, c'est-à-dire regarder la sociologie de ses cadres, regarder la sociologie de ses militants, même si on peut mettre des guillemets à l'expression militant, parce que comme on le verra, la question de savoir si En Marche est un parti politique à proprement parler, s'il a des militants à proprement parler, est ouverte. La nature même de ce que c'est qu'un militant d'En Marche est en question. Mais enfin, on peut quand même regarder la sociologie des gens qui ont adhéré à En Marche, et puis on peut regarder la sociologie de l'électorat d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Après le discours, il y a la réalité du mouvement macroniste, les gens qui le font. Et puis je pense qu'il y a un troisième niveau qu'on peut observer aussi. Je vais tenter à la fin de ma conférence une sorte de plongée dans l'inconscient des gens qui font le macronisme. C'est-à-dire les raisons dont eux-mêmes souvent d'ailleurs ne sont à mon avis pas conscients, hein, donc c'est vraiment un inconscient, qui les ont amenés à adhérer à ce qu'on pourrait appeler le projet de projet posé par Emmanuel Macron. Alors vous remarquerez au passage que dans cette histoire, il y a un axe d'analyse qui n'est pas là et qui devrait y être, c'est l'analyse de l'action. Parce que normalement, quand on parle d'un macronisme réel en train de se dérouler, on devrait parler de l'action. Mais en fait, à ce stade, je pense qu'il est trop tôt pour faire cette analyse, parce qu'en réalité, ce que fait Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est juste la continuation de la tendance générale des classes dirigeantes françaises de ces dernières décennies. Et pour l'instant, il n'a pas été confronté à l'obligation de faire un choix immédiat, concret, dur, qui nous permette de définir plus précisément qui il est, pour qui il travaille et ce qu'il recherche vraiment. Donc c'est encore trop tôt à ce niveau-là pour analyser l'action. On pourra en parler un petit peu, mais en fait, j'estime qu'à ce stade, on n'a pas assez d'informations là-dessus et il faut être assez prudent. Alors, on va commencer par le discours, donc. Analyser le discours d'Emmanuel Macron. Je pense que ce discours s'est structuré pendant la campagne autour de 2 axes principaux. D'abord, il y a eu l'affirmation d'un impératif positif, en quelque sorte, qui a surtout été affirmé avant le premier tour. Cet impératif positif, il a beaucoup pris la forme, j'ai trouvé, de l'affirmation rituelle, en quelque sorte, de l'existence d'un projet et d'une vision. On se souvient tous du pétage de plomb de Macron en meeting en décembre 2016, quand il s'est mis à hurler comme un malade, il faut bien le dire, d'ailleurs lui-même le dit, hein, qu'il a l'air d'un dingue dans la vidéo, c'est notre projet. Bon. Ce qui est frappant quand on réécoute ses discours de l'époque, d'ailleurs, c'est que bon, il dit c'est notre projet, etc., mais on a envie de lui dire, ok, bon, c'est bien, tu as un projet, t'y tiens, c'est très bien, merci, c'est pas la peine de crier comme ça, mais c'est quoi le projet, quoi? Et en fait, j'ai lu à l'époque son bouquin, Révolution. J'ai été très impressionné parce que je préparais pour faire une note de lecture. Je préparais les notes de lecture sur tous les livres écrits par les candidats. Et il y avait des chapitres. Alors, quand je fais des notes de lecture, bon, bah, je lis un chapitre, je relève les points principaux, et puis après, je fais un résumé. Et j'arrivais à la fin du chapitre, j'avais relevé aucun point principal. Je disais, mais putain, je viens de lire 10 pages, mais il y avait quoi dedans? Comment c'est possible? Je veux dire, mais vraiment, non, mais réellement, très impressionnant, quoi. Je veux dire, une capacité à parler pour ne rien dire, j'ai trouvé à l'époque, qui était quand même assez exceptionnelle. Et alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, au niveau de l'action, en fait, il y a juste la continuité. C'est que, comme à l'époque, il n'y a pas eu de projet de vision réelle affirmée, comme il n'y a pas eu non plus concrètement de posture idéologique, si on veut, très très accentuée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a quand on regarde l'action du gouvernement Macron depuis 1 an? Là, je prends un dossier qui a été fait par Le Parisien, aujourd'hui en France. C'était en novembre 2017. Bon, c'était il y a quelques mois, mais depuis, ça n'a pas fondamentalement évolué.
Donc, le Parisien fait à l'époque le point sur l'action du gouvernement Macron. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez les 50 dossiers de Macron. Vous avez un Emmanuel Macron assis derrière un bureau avec des piles de dossiers sur et en bas de son bureau. Est-ce que là, on a la représentation d'un chef d'État, d'un leader, de quelqu'un qui fixe des grands axes, peu nombreux et généraux, parce qu'il promeut une vision? Ben, non, enfin, je veux dire, mon chef de service au bureau, il ressemble à peu près à ça, quoi. En gros. D'ailleurs, si on regarde le contenu des dossiers dont il est question, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, limiter le déficit du budget à 3%. Économiser 60 millions d'euros en 5 ans sur la dépense publique. Bon, bah c'est un manager qui a reçu sa lettre de cadrage budgétaire par l'échelon N+1, c'est-à-dire en l'occurrence visiblement la Commission européenne, et qui va appliquer dans le cadre de son processus budgétaire. Ok. Donc c'était ça le projet en fait. Bon, ça va pas très loin. Hein. On trouve des mesures cosmétiques, limiter à 1 an la durée autorisée de séjour d'un travailleur détaché. Alors ça c'est très rigolo parce que d'abord la mesure est très facile à contourner. Ensuite, de toute façon, la plupart des travailleurs détachés, la très grande majorité, ne restent pas 1 an. Donc ça sert à dire en fait qu'on fait quelque chose contre le dumping social. On fait un petit peu, au passage on énerve les Polonais et les Hongrois, mais en fait, concrètement, c'est de la cosmétique, c'est de la communication. Transformer l'ISF en impôt sur la rente immobilière. Alors oui, ça c'est une forme de projet concret qui semble avoir été mis en œuvre. En gros, une politique de régression sociale qui est plus clairement en faveur du décile le plus élevé en termes dans la stratification des revenus, et même plutôt du 1% le plus élevé dans la stratification des revenus. Bon, et puis voilà, vous avez comme ça tout un tas de mesures dont certaines sont totalement, comment dire, pas du niveau d'un président de la République. Augmenter la part du contrôle continu au bac. Ouais, d'accord, ouais, bon. Enfin bon, il y a des trucs qui divisés par 2 le taux de pollution atmosphérique. Ouais. Bon. Ok, c'est du budget, c'est de la com, et on va prendre tout un paquet de mesures bureaucratiques, techniques. Certaines d'ailleurs ne sont pas idiotes. Hein. Il y a une certaine compétence technique en général qui se manifeste dans l'équipe Macron. Il faut le reconnaître. C'est un certain soulagement par rapport à ce qu'on a vécu ces dernières années avec François Hollande, où non seulement ils avaient un mauvais projet, mais en plus les mecs, ils étaient complètement incompétents. Hein. Bon. Là au moins, c'est relativement compétent sur le plan technique. Mais enfin, ok, c'est notre projet, a dit Emmanuel, c'est bien, c'est gentil, mais sinon, c'est pas un projet, quoi. C'est juste la continuité, et puis on amalgame tout un tas de mesures techniques, et on répute que ça fait une politique. Ben non, non. Non, je continue à penser qu'au niveau du discours, déjà à l'époque, ça se voyait, il n'y avait pas de projet, sauf, et c'est là que je voulais en venir, celui d'avoir un projet. C'est-à-dire, en fait, le projet, c'est de pouvoir continuer à dire qu'on a un projet. Hein, je pense que manifestement, il y a eu pas mal de gens pour acheter cette idée, si j'en juge par le résultat des élections. Et puis il y a eu une deuxième composante du discours qui est arrivée plutôt d'entre les 2 tours de la présidentielle, mais qui était déjà là avant de façon, je dirais, sous-jacente, qui était l'affirmation d'un impératif, éviter la guerre civile. On se souvient là encore de ce qui s'est passé le 26 avril 2017, quand Emmanuel nous a fait son 2e pétage de plomb, lorsque il nous a expliqué qu'il ne voulait pas de la guerre, que d'après lui amènerait inévitablement Madame Le Pen, avec son fameux pas ça, etc. Parce que voilà. Bon. Ce qui veut dire que finalement, qu'est-ce qu'on a à travers cet impératif négatif? On a un macronisme, entre guillemets, qui n'a pas de substance, sinon celle de pouvoir continuer à dire qu'il y a un projet, et qui en fait se pose comme alternative unique au chaos. C'est-à-dire que si j'analyse le discours macroniste, en fait, on est passé de ce que Jean-Claude Michet appelait l'alternance unique, gauche-droite,
à l'alternative unique. C'est-à-dire que vous avez le choix entre la guerre civile, l'enfer, la peste, la famine, ou alors moi. C'est ça finalement un petit peu le discours qui est là. Voilà, donc concrètement, ça apparaît quand même un petit peu comme un parti de l'ordre, un nouveau parti de l'ordre qui s'oppose à un chaos latent. Voilà ce qu'on peut dire du discours tenu par Macron et qu'on va retrouver dans sa garde rapprochée en général sous des variantes que je ne vais pas lister là parce que ce n'est pas utile. Alors 1 an plus tard, dans ces conditions, naturellement, le problème de définition continue à se poser. Et il y a quand même un moment où, au bout d'un certain temps de gouvernement, ça se voit. C'est-à-dire que maintenant, ça commence à se voir qu'il y a simplement la continuité, le gouvernement de la haute administration et des dossiers techniques. Donc il faut quand même à un moment commencer à définir de façon plus positive ce que ça peut bien être le macronisme, quoi. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un truc assez extraordinaire qui a été pêché par le Canard enchaîné. Les gens du Canard partagent probablement pas mes a priori idéologiques, mais je reconnais que ce sont de très bons journalistes. Et je dois dire qu'ils ont trouvé une perle là. Il y a un député La République En Marche de la 6e circonscription du Rhône, M. Bruno Bonnel, qui a publié sur son site internet une explication pour nous dire pourquoi et comment M. Emmanuel Macron est capable de résoudre sa fameuse équation du « en même temps » en politique. Ah, donc on a un macroniste qui essaye de nous dire ce qu'est le macronisme. Alors je vous lis parce que c'est magnifique. La quadrature du cercle étant établie comme impossible, on ne peut en effet être en même temps rond et carré. Ok, jusque-là je suis. Il existe pourtant une solution géométrique simple. Ok, c'est simple, donc je vais comprendre. Si on projette un cylindre sur 2 plans orthogonaux, on obtient tout à la fois un rond et un carré. Eh bien, c'est peut-être simple, mais moi je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En ajoutant une dimension d'analyse, en passant du plan à l'espace, un problème mathématiquement et apparemment insoluble trouve sa solution. Eureka. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, bon. Peut-être la suite va nous aider à comprendre, donc je vous la lis. Progressivement, nous aurons dans les mois à venir une représentation nouvelle du champ politique qui ne se résumera plus par des curseurs sur une ligne, mais sera représentée par des espaces sur un plan. Chaque territoire politique empiétera plus ou moins sur ses voisins avec des valeurs de progrès ou des convictions nostalgiques partagées. L'heure du « en même temps » aura définitivement sonné. Waouh! On comprend pourquoi Cédric Villani est au gouvernement. Et la conclusion, En Marche a proposé une ordonnée conservateur-progressiste, orthogonale à l'abscisse traditionnelle droite-gauche, décrivant ainsi un plan, espace à 2 dimensions. Il est alors possible d'être progressiste ou conservateur tout en se définissant de droite ou de gauche. Non mais on sent qu'il essaye de communiquer, hein, en fait. Hein. Donc, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais vous dire ce que moi j'en déduis. J'en déduis que ce que ce monsieur essaye de nous dire, c'est que, en fait, il y a un message inconscient dans son texte, je pense. En fait, quelque part, n'est-ce pas, il fait partie d'un mouvement qui se trouve confronté à une réalité toute simple et qui est que la société française a des problèmes aujourd'hui qui n'ont plus de solution, qui n'ont plus que des issues, et aucune de ces issues ne paraît franchement sympathique. Donc, pour ne pas être confronté à cette réalité, eh bien, on imagine une rupture de paradigme qu'on ne sait pas définir, mais dont on répute qu'elle va se produire. On va pouvoir s'échapper vers une autre chose qui va enfin nous permettre de ne plus être devant une situation insoluble. Parce que ça, c'est très classique. L'esprit humain n'accepte pas l'existence de problèmes sans solution.
Ok, bon, alors j'ai un peu envie de lui dire, moi j'ai rien contre nos amis macronistes, je respecte tout à fait les gens qui n'ont pas les mêmes opinions que moi, mais là, il faut quand même un petit peu redescendre sur Terre et se souvenir que la politique, ça consiste quand même à poser les enjeux et à être capable d'assumer la nécessité de prise de décision où c'est pas toujours en même temps, quoi. Voilà. Et manifestement, on n'en est pas encore tout à fait là avec, en tout cas, ce sympathique député La République En Marche. Voilà. Donc ça, c'est la situation actuelle du discours macroniste qui me donne en résumé l'impression qu'on a des gens qui, à tâtons, essayent d'établir une sorte de pilotage optimisé par rétroaction de la société française, disant on va continuer dans la direction qu'on a suivie jusqu'ici, et puis en fonction des réactions, en fonction de ce qu'on voit, selon qu'on arrive à faire passer une chose ou pas, on va essayer d'optimiser notre attitude concrètement pour maintenir finalement la structure qui est en place et pour avoir ce que jadis, il y a fort longtemps, Valéry Giscard d'Estaing, si ma mémoire est bonne, avait appelé le changement dans la continuité, c'est-à-dire en fait, on continue à changer dans la même direction, ce qui est une forme de conservatisme. Ça veut dire qu'on refuse que le changement change de direction. Donc c'est le conservatisme de ceux qui veulent faire aller la société dans une certaine direction, en fait. Et concrètement, moi, quand j'essaye de synthétiser l'ensemble de ce discours, c'est l'impression que ça me donne. Alors, ça donne lieu à des élucubrations qui n'auraient pas été admises dans les années 70, parce qu'à cette époque-là, quand même, les gens se tenaient un petit peu plus. Quoique, je ne sais pas, peut-être déjà à l'époque, il y avait des types qui nous pondaient des trucs pareils. Mais en fait, sur le plan du discours, l'impression générale, c'est une ressucée du giscardisme, quoi. Ouais. Ni plus, ni moins. OK. Donc ça, c'était le discours tel qu'on peut le percevoir. Après, il y a l'analyse du mouvement macroniste, c'est-à-dire les gens qui font ça de façon concrète. Alors, on va commencer par le noyau dirigeant, les cadres, les cadres, les hauts cadres du machin. Je pense que ce noyau dirigeant est à deux niveaux. Il y a un premier niveau qu'on connaît et il y a un deuxième niveau au-dessus qu'on peut supposer mais qu'on ne connaît pas exactement. Le niveau qu'on connaît, c'est le cercle rapproché de Macron, c'est des gens qui sont visibles. Donc je vais vous donner trois profils clés. On considère que ce sont probablement les trois collaborateurs de Macron les plus proches depuis de lancement d'En Marche. On a un monsieur Benjamin Griveaux. Il est né en 1977, il est actuellement porte-parole du gouvernement. Donc, formation Sciences Po, HEC, passé par le Parti socialiste côté filière Dominique Strauss-Kahn. 2 ans d'expérience dans le privé à haut niveau dans une direction de la communication. Sensibilité sociale libérale, bon teint. On a un monsieur Ismaël Emelien, né en 1987. Il a été conseiller en communication du ministre Macron, puis il est conseiller spécial à l'Élysée aujourd'hui. Sciences Po, Parti socialiste, Strauss-Kahn. Il a travaillé chez Havas dans le secteur de la communication. Une curiosité dans son cursus, il a fait partie de l'équipe de consultants de Nicolas Maduro lors de l'élection présidentielle vénézuélienne de 2013. Et il a depuis déclaré que, a posteriori, en quelque sorte, il regrettait cette affaire, depuis qu'il avait compris que, je cite, Maduro n'était pas un vrai réformiste. Ok. Et puis nous avons un monsieur Cédric O. C'est un monsieur d'origine coréenne, d'où son nom atypique en France. Il est né en 1982, il a fait HEC, carrière dans le privé essentiellement, communication là encore, et Dominique Strauss-Kahn pour la primaire de 2006. Donc je crois quand même que c'est relativement net au niveau des hauts cadres du mouvement macroniste, à ce premier niveau de dirigeants, des spécialistes de la communication, filière essentiellement Sciences Po, un peu HEC, réseau Dominique Strauss-Kahn, sociaux-libéraux, plutôt la génération Y. Je pense qu'on peut difficilement admettre l'idée que ces gens-là auraient vraiment le pouvoir. D'abord, je pense qu'ils sont un peu trop jeunes pour ça quand même. Et puis, ils ont des profils de directeurs de la communication. Ils n'ont pas des
des profils de dirigeants de très haut niveau, en fait. Pas de directeurs généraux, de présidents de grandes sociétés. On leur a confié un travail à faire avec Emmanuel Macron, mais ce n'est pas vraiment eux qui vont inspirer la politique. Ils vont peut-être inspirer la façon dont on va vendre la politique, mais pas la politique en elle-même. Donc au-dessus de Macron, il y a un deuxième niveau, à mon avis, mais celui-là est largement invisible, ou disons peu visible. Ce qu'on peut constater simplement, c'est qu'on a vu pendant la campagne le soutien manifeste de BFM Télé à Macron. Enfin, je veux dire, ça s'est vu. Voilà. Je rappelle que BFM Télé, c'est une chaîne de télévision qui est possédée par le groupe de M. Drahi. On a eu le passage de M. Macron à la banque Rothschild, où il a essentiellement fait du réseau. C'est un recrutement qui a été facilité, d'après ce que j'ai compris, à la banque Rothschild par Alain Minc. Le lancement politique de M. Macron avait été quand même largement annoncé et soutenu par M. Attali. Donc visiblement, là, on a toute une filière du capitalisme français, filière Rothschild, et on peut penser raisonnablement que cette filière, en fait, a entraîné derrière elle la plupart des oligarques français. Plus ou moins, certains préféraient Fillon. Par exemple, M. Decastre, le PDG d'AXA, avait investi sur Fillon, mais enfin, il a dû se résigner à Macron. Concrètement, quand on regarde pour l'instant les dossiers, n'est-ce pas, de monsieur Macron, ils ne sont pas très très différents de ceux qu'aurait eu à traiter M. Fillon, et les grandes décisions ne sont pas très différentes. Il y a quelques nuances quand même. François Fillon aurait été moins favorable aux intérêts du capital, on va dire, boursier, et plus favorable aux intérêts du capital immobilier. Ce qui explique peut-être que M. Decastre ait plutôt été Fillon et que la banque Rothschild soit plutôt Macron. Bon, ça serait une explication. Donc je crois que au niveau en tout cas de la substance des gens qui dirigent En Marche, il est important de ne pas être dupe de l'emballage, de la communication construite par le premier niveau. Le contenu, la vraie substance du macronisme réel, elle sera évidemment définie par le deuxième niveau. Mais comme je vous disais, pour l'instant, c'est un peu difficile de savoir exactement où ils veulent en venir, parce que le moment n'est pas encore arrivé où Macron sera confronté à des prises de décision, où on va voir là vraiment ce qu'il a dans les tripes. Bon. Ensuite, on peut essayer d'analyser la base militante d'En Marche. C'est assez difficile parce qu'en fait, on n'a pas énormément d'infos. Officiellement, on a à peu près 400 000 adhérents à En Marche, mais attention, c'est pas des adhérents au sens classique du terme. Le mouvement s'est beaucoup construit sur Internet. Il ne demande pas de cotisation à ses adhérents. Manifestement, ces 400 000 adhérents, ça mélange des adhérents actifs et en fait des gens qui sont simplement plutôt des cliqueurs, on va dire, sur Internet. Fin 2017, le Figaro estimait que seulement un adhérent sur 10 était vraiment actif, ce qui ferait en fait 40 000 adhérents vraiment actifs. Alors, c'est pas ridicule parce que tous les effectifs de tous les partis politiques français aujourd'hui se sont écroulés. Enfin, cela dit, par rapport aux grandes organisations de masse qui existaient jadis et qui irriguaient vraiment les sociétés occidentales, les sociétés européennes, quand il y avait encore des partis de masse, c'est tout petit, quoi. Je veux dire, 40 000 personnes, ça se recrute. Hein. Quand on a des moyens, de la communication, de l'argent, 40 000 personnes, on les trouve facilement, quoi. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur les adhérents d'En Marche. Par exemple, j'ai lu l'étude de Christelle Gris, Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de fiabilité de ces études, parce que je ne sais pas exactement comment on a choisi les adhérents qu'on a vus. Est-ce que c'est En Marche qui les a mis en avant? Est-ce que... Je ne sais pas. En tout cas, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas vraiment des classes populaires. C'est-à-dire que le cliché de l'adhérent En Marche, cadre sup dans les startups vivant dans une grande métropole n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, manifestement. C'est beaucoup plus hétérogène que ça. Ce qui semble se retrouver très souvent chez les adhérents d'En Marche, c'est la mobilité révélée par leur parcours. Mobilité sociale, intergénérationnelle, pas mal de gens qui ont fait un peu d'ascension sociale. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que quand on dit que l'ascenseur social est en panne, ça ne veut pas dire que plus personne ne le prend. Ça veut dire que par rapport aux 30 Glorieuses, où pratiquement tout le monde montait dans l'ascenseur social, ou presque, là aujourd'hui,
c'est seulement une minorité qui peut prendre un ascenseur social. Mais il reste une minorité qui peut le prendre. C'est probablement largement dans cette minorité qu'on a trouvé des militants d'En Marche. C'est-à-dire que ce sont des gens dont l'expérience personnelle fait qu'ils sont en fait en décalage, souvent je pense sans le savoir eux-mêmes, avec la majorité de la population qui expérimente plutôt la stagnation ou la régression sociale. On a aussi une surreprésentation des personnes qui ne vivent pas dans la région où ils sont nés. Là encore, on retrouve ce principe de mobilité. Finalement, j'ai un peu l'impression que c'est la survivance de ce que le sociologue Michel Clouscar analysait dans les années 70 quand il parlait des couches moyennes et de la façon dont la catégorie des ingénieurs, techniciens et cadres avait pu nourrir le giscardisme. Et là encore, on retrouve, je trouve, un petit peu une sorte d'écho, mutatis mutandis, de ce qu'a pu être le giscardisme il y a 40 ou 50 ans. Alors évidemment, c'est sous une forme très différente, mais il y a quelque chose là encore. Et puis ensuite, après avoir analysé donc le niveau dirigeant et la masse militante, il faut s'intéresser quand même à ce qui fait numériquement l'essentiel du mouvement macroniste, c'est-à-dire sa base électorale. Parce que ce sont les gens qui ont voté Macron qui ont fait qu'on a Macron comme président. Donc c'est quand même eux la question essentielle. Alors là-dessus, je voudrais rappeler quelques vérités d'abord numériques. Pour commencer, il n'y a pas tant de macronistes que ça. D'accord ? Au deuxième tour de la présidentielle, le score de Macron n'est pas significatif parce qu'on estime qu'à peu près 40% des gens qui ont voté pour lui, en fait, ont voté contre Marine Le Pen. En tout cas, c'est ce qui ressort des enquêtes d'opinion. Donc, en plus, il y a eu énormément d'abstention. Donc, le 65% de Macron au deuxième tour de la présidentielle n'est vraiment pas significatif du tout. Au premier tour, là, on a une idée plus précise des gens qui ont plus ou moins adhéré à Emmanuel Macron. Enfin, ils l'ont choisi, en tout cas, au premier tour, donc ils ont dû adhérer un moment. Donc, c'était 24% des exprimés, ce qui représente seulement 18% des inscrits. Et si on tient compte du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, en fait, c'est à peu près 15-16% des Français en âge de voter. 1 sur 6 ou 1 sur 7, à peu près entre les deux. Donc en fait, ce n'est pas énorme, hein, déjà. C'est-à-dire qu'il faut bien garder en tête que cette masse macroniste n'est absolument pas majoritaire dans le pays. Ils sont majoritaires à l'Assemblée parce que le système électoral français a été conçu pour sélectionner une majorité, pour rendre le pays gouvernable, et il a fonctionné en l'occurrence, mais en fait, ils ne sont absolument pas majoritaires. Si on regarde où se trouvent les macronistes, ils sont prédominants dans l'Ouest, dans le Massif central, en région parisienne, sauf dans le 9-3, où là c'est Jean-Luc Mélenchon qui est devant, à Lyon, c'est-à-dire qu'en gros, c'est l'ancienne France conservatrice et Paris. C'est plutôt ces régions-là qui ont voté Macron. Les régions de tradition républicaine n'ont pas tellement voté Macron, moins que les régions, disons, de tradition conservatrice. Là encore, on retrouve certains aspects du giscardisme, de l'époque où on parlait de la barre du centre, qui empêchait en quelque sorte symboliquement sur la carte la réunion entre un nord et un sud qui votaient plutôt à gauche dans les années 70. Ce qui est intéressant, c'est que on a donc un électorat dont un certain nombre d'indices nous laissent penser qu'il est plutôt conservateur et qu'il s'est manifestement détourné de François Fillon, qu'il est aussi en partie dans certaines régions l'électorat qui avait fait la fortune de François Mitterrand à une certaine époque, parce qu'il y a une partie de l'électorat giscardien qui avait basculé chez Mitterrand dans les années 80, et il semble, d'après la carte, qu'ont tendance naturellement ces gens-là qui continuent à voter, qui continuent à être nombreux. C'est-à-dire qu'il faut voir que l'âge moyen de l'électeur français aujourd'hui est très âgé. Hein. Je crois que l'âge médian est à 55 ans parmi les exprimés ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que vous avez une bonne partie du corps électoral qui sont des gens, quand ils étaient jeunes, ils ont eu à choisir entre Giscard et Mitterrand, quoi. Puis ensuite entre Mitterrand et Chirac, etc. Eh bien, c'est plutôt ces gens qui sont marqués par un tropisme conservateur, en fait, qui ont voté Macron. Donc le discours sur le macroniste et le macronisme parti du changement
en face d'une France, n'est-ce pas, sclérosée dans son conservatisme, etc. Je pense vraiment que c'est de l'idéologie. Encore une fois, on retrouve cette idée de changement dans la continuité qui veut dire qu'on a d'abord affaire à des gens qui veulent que les choses continuent à changer dans la même direction. Et donc c'est bien une forme de conservatisme. C'est l'impression que ça me donne. Si on regarde l'origine des votants en termes politiques, qui a voté Macron? Alors, il a raflé 47% des électeurs Hollande de 2012. Il a largement devancé d'ailleurs le candidat du Parti socialiste dans un rapport de 1 à 2. Ce qui confirme que l'électorat PS était finalement très compatible apparemment avec l'électorat Bayrou, puisque Macron a aussi récupéré 43% des électeurs de Bayrou en 2012. Indiscutablement, le ralliement de Bayrou est la raison pour laquelle Macron a réussi son coup. Je pense que si Bayrou ne s'était pas rallié à Macron, ça foirait. Et puis, il a bénéficié d'un petit appoint, mais pas négligeable quand même. Il a eu à peu près 20% des électeurs de Sarkozy. Ce qui, là encore, ne veut pas rien dire. Alors, si on s'intéresse maintenant à la motivation des électeurs Macron au premier tour, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, d'abord, il y a une surreprésentation des électeurs qui se sont décidés dans le dernier mois de la campagne. En moyenne, sur l'ensemble des exprimés, si on en croit les études d'opinion, à peu près la moitié des gens se sont décidés dans le dernier mois de la campagne. Chez Macron, on monte à 56%. 56-58% suivant les sources que j'ai vues. C'est plutôt le signe que les gens faiblement politisés se sont assez tournés vers lui, parce qu'en fait, plus les gens sont politisés, moins ils choisissent dans le dernier mois. Il semble qu'il y ait eu, dès le premier tour, une forte proportion de votes utiles. C'est-à-dire que si on demande aux gens, c'est une étude OpinionWay, alors elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais c'est la seule qu'on a là-dessus, sur l'ensemble des exprimés, est-ce qu'ils ont voté pour leur candidat de cœur ou est-ce qu'ils ont voté dans une perspective tactique pour que ce candidat-là soit au deuxième tour, de façon à empêcher la victoire ultérieure d'un autre candidat. On est à 27% sur la moyenne des Français qui sont exprimés, mais on est à 45% sur l'électorat macroniste. Ça veut dire que vous avez quand même, dès le premier tour, une forte proportion de ce 1 Français sur 6 ou 7 qui a voté Macron, qui en fait n'a pas vraiment voté par macronisme, qui a surtout voté, à mon avis, par peur d'avoir un deuxième tour Le Pen-Mélenchon et une catastrophe avec une guerre civile dans le pays. Ça veut dire que, c'est une information intéressante au passage, la base réelle du macronisme est quand même vraiment très faible. Parce que non seulement c'est 1 sur 6 ou 1 sur 7, bon, enfin, mais en plus, il y en a près de la moitié, ils n'étaient pas si convaincus que ça. Bon. Alors, si on s'intéresse quand même un peu à ce 1 sur 6, 1 sur 7, en gardant en tête qu'il y en a donc la moitié, c'est peut-être pas vraiment des macronistes, on a des études sociologiques pour nous dire un petit peu qui c'est. Donc, c'est plutôt féminin. 25% des femmes auraient voté Macron contre 23% des hommes, mais enfin, ce n'est pas très, très marqué comme opposition. Il y a clairement une surreprésentation des cadres, puisque 33% des cadres ont voté Macron, qui n'a fait que 24% en moyenne sur bon. À un degré moindre des professions intermédiaires et des retraités. Alors les retraités, c'est très drôle entre nous parce que c'était déjà tout à fait visible dans ce qu'avait annoncé Macron qu'ils allaient avoir quelques petits problèmes financiers s'ils votaient Macron, mais ils ont quand même voté Macron. Je crois que j'ai compris pourquoi, vous allez voir pourquoi après. On a par contre une sous-représentation des employés, mais elle est moins forte que ce qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire qu'on a quand même eu, si j'en crois les études, hein, là encore, ça c'est une étude Ipsos, bon, enfin, voilà, 19% des employés qui auraient voté Macron et 16% des ouvriers. Toujours si j'en crois cette étude, ce qui est assez étonnant, parce que moi je pensais que le vote Macron serait franchement plus faible chez les ouvriers, mais apparemment, il y a un certain nombre d'ouvriers qui ont voté Macron. Enfin, j'ai du mal à comprendre pourquoi, je veux dire. On a une légère prédominance des salariés du privé, mais elle n'est pas aussi grande que ça. 25% des salariés du privé ont voté Macron, alors que 23% des salariés du public ont voté Macron.
Le score de Macron est clairement plus élevé en revanche chez les diplômés du supérieur long, environ 30%, alors qu'il est faible chez les non-titulaires du bac, moins de 20%. Et c'est un score également qui est un peu plus élevé quand on monte dans la stratification des revenus, puisque ceux qui gagnent plus de 3 000 € ont à peu près voté Macron à plus de 30%. Mais il y a un fort recoupement en France entre la longueur des études et la stratification des revenus. Donc en fait, c'est la même statistique, c'est la même conclusion. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire sur ce 1 Français sur 6 ou 7 qui a voté Macron, peut-être parce qu'il était macroniste ou peut-être parce qu'il a eu peur d'un deuxième tour Le Pen-Mélenchon, on ne sait pas, c'est que bon, il y a un cliché, si vous voulez, sur cet électorat qui est centriste, plutôt féminin, urbain, grande métropole, bon revenu, diplômé du supérieur. C'est pas entièrement faux. C'est-à-dire qu'effectivement, on trouve bien une légère surreprésentation des femmes. On a aussi une légère surreprésentation des métropoles, mais elle n'est pas aussi forte que ce qu'on pourrait croire. L'électorat des petites villes a pas mal voté Macron. Je pense que ça vient du ralliement de François Bayrou, en fait. Parce qu'à mon avis, Bayrou, si j'en juge par ce qui s'est passé en 2012, lui avait une grosse réserve de voix dans les petites villes. Il faut aller dans le rural pour que le score de Macron baisse vraiment. Et puis, bon, c'est vrai, les diplômés du supérieur et les personnes qui sont dans les 2-3 déciles supérieurs de stratification des revenus ont davantage voté Macron. Mais cela dit, ce cliché est fortement à relativiser, quoi. Je veux dire, c'est pas un vote massif où, voilà, si Macron a pu être élu, c'est parce que les déciles supérieurs de la stratification des revenus et les éduqués supérieurs sont massivement allés voter pour lui, pendant que les déciles inférieurs et les gens qui n'avaient pas le bac ont massivement voté Le Pen. Ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, le vote Macron, il y a une prédominance de la catégorie qu'on associe à ce vote, mais il y a aussi plein de gens qui ne rentrent pas dans cette catégorie et qui ont voté Macron. Comment l'expliquer ? Alors, je pense que l'explication se situe à 2 niveaux. Premier niveau, au niveau des motivations. Donc là, il faut s'appuyer sur les enquêtes d'opinion dont on dispose, les sondages sortis des urnes. Alors évidemment, et quel est le niveau de fiabilité de ces sondages, j'en sais rien. Il faut être clair. Bon. Mais ce qu'on voit, si on admet ces données, c'est qu'en fait, l'électorat de Macron, c'est assez net, s'intéresse moins que la moyenne des Français à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre l'immigration, à la régulation de l'immigration, et d'une manière générale aux questions de sécurité. C'est-à-dire que c'est un électorat qui, en tout cas, dans ce qu'il déclare, est assez fortement structuré par un désintérêt relatif pour les questions qui font peur à une grande partie de la population. Par contre, cet électorat s'intéresse beaucoup plus que la moyenne aux questions d'éducation. 42% des macronistes déclarent s'y intéresser contre 31% des électeurs français en moyenne. Et surtout, je pense que c'est la clé du truc, la construction européenne. 40% des macronistes déclarent s'intéresser à la construction européenne, contre 23% seulement des Français en général. Donc, première homogénéité, premier truc fort qui semble se sortir, un électorat de gens finalement, si vous voulez, qui à titre personnel vont pas trop mal, qui veulent que les choses continuent à changer dans la même direction et qui se sont regroupés derrière le candidat qui défendait apparemment le mieux et le plus, la digue derrière laquelle cet électorat pouvait se regrouper, c'est-à-dire le candidat qui défendait le plus le projet européen, sachant que sur cette ligne-là, Fillon a été flingué en cours de route, en partie, par... Ah oui, effectivement, des profondistes. Ah oui, ben voilà, c'était un macroniste qui passait, donc je disais, a été flingué en cours de route. Donc c'est là que je crois on commence à voir se dessiner le profil. Et il y a un autre élément qui me pousse dans cette direction, c'est que les macronistes les électeurs Macron qu'on a interrogés à la sortie des urnes ont déclaré s'informer plus que la moyenne des Français par la télévision, la presse écrite et la radio, et nettement moins par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont aussi à l'intérieur du système médiatique, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Le vrai profil type du macroniste,
est-ce que c'est le cadre, plutôt la cadrette d'ailleurs féminine, plutôt métropole, plutôt économie tertiaire, etc. Oui, c'est un peu ça, mais en fait c'est très marginal comme facteur essentiel. Le facteur essentiel, c'est que c'est des gens qui, à titre personnel, vont pas trop mal, parce qu'ils ont fait un peu d'ascension sociale dans un système où il reste une minorité qui peut en faire. Et c'est des gens qui se sentent pas trop mal, donc à l'intérieur du système actuel. Ils y sont, ils veulent que ça continue à aller dans la même direction. Ils ont identifié que la digue derrière laquelle les gens qui voulaient défendre ce système actuel, c'était d'abord la défense de la construction européenne et de l'euro. Je suis absolument persuadé que la question de l'euro a joué un rôle absolument structurant dans cette élection. Et à partir de là, ils se sont ralliés à Emmanuel Macron parce que François Fillon s'est fait flinguer en cours de route dans le cadre d'une espèce de, on va dire, de manip un peu bizarre, médiatico-judiciaire qu'on sait. C'est ce qui explique que quand vous posez, toujours si j'en crois les sondages sortis des urnes, un certain nombre de questions aux électeurs d'Emmanuel Macron, vous pouvez obtenir des résultats assez étonnants. Par exemple, à la question « Si votre candidat est élu, est-ce que votre vie va s'améliorer ?» Bon, quand on demande ça aux électeurs de Marine Le Pen, 74% répondent oui, 58% pour la moyenne des exprimés. Pour Emmanuel Macron, c'est que 39%. Comme quoi les gens ne sont pas si bêtes que ça, hein, ils ont bien compris que... Mais encore plus intéressant peut-être, bien que l'écart soit moins fort, mais c'est peut-être encore plus intéressant. À la question « Si votre candidat est élu, la situation de la France va-t-elle s'améliorer ?» Eh bien, Emmanuel Macron fait le plus faible score des candidats testés. C'est-à-dire que 83% des électeurs de Le Pen ont voté Le Pen en se disant « Si je vote Le Pen, ça va aller mieux pour la France ». Est-ce qu'ils ont eu raison, est-ce qu'ils ont eu tort, je ne sais pas, mais enfin, c'est ce qu'ils ont pensé. Alors que chez Emmanuel Macron, c'est que 68%. Alors quand même, là on parle de sondages sortis des urnes, qui sont faits a priori sur des échantillons représentatifs. Est-ce que c'est bien fait techniquement? Ça, je ne sais pas. Un écart de 68-83, quand même, ça me paraît assez significatif. Je pense vraiment le vote Macron a été un vote en partie de trouillards, hein, de gens qui ont voté pour Macron pour s'éviter, pour qu'il n'y ait pas ce scénario cauchemardesque de leur point de vue du deuxième tour Le Pen-Mélenchon. Je pense que là, on le voit bien quand même. Et puis, naturellement, ce que je vous disais sur le regroupement de cet électorat derrière la question européenne, alors ça se retrouve de façon très très nette quand on demande à cet électorat est-ce que l'Union européenne est une bonne chose? Moyenne des exprimés en 2017, 48%. Moyenne des électeurs Macron, 78%. Bon, c'est clair et net. Si on demande aux gens est-ce qu'ils sont opposés absolument à la disparition de l'euro, moyenne des Français, 65%. Bon, ça, c'est parce que les gens, normalement, ont peur du changement, surtout dans une des matières monétaires qu'ils ne comprennent pas et où ça touche leurs sous. Alors là, la panique est maximum. Donc ça fait 65%. Bon. Mais quand on demande aux électeurs d'Emmanuel Macron, c'est 90%. Hein. Donc autant dire que le vote Macron, vraiment, ça a été, je crois, structuré complètement, en fait, par cette question. Voilà. Alors, on a vu le discours, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose à en déduire. On a vu le mouvement, on commence à se faire une idée de sa sociologie. Maintenant, je vais me risquer à quelque chose d'un peu plus risqué, justement, puisque jusqu'ici, je me suis contenté de synthétiser des enquêtes d'opinion et des déclarations, etc. comme ça. Je vais essayer de me lancer un peu dans la psychologie. Alors, je ne suis pas très bon dans ce domaine-là, donc je vais probablement vous raconter des conneries. Mais l'avantage, c'est qu'en général, comme mes conneries sont marrantes, les gens rebondissent dessus et après, ils réfléchissent et ils en déduisent des trucs intéressants. Je vais vous dire quand même ce que... Parce que moi, si vous voulez, au-delà donc, du fait que bon, j'ai bien compris que c'était un électorat qui avait la frousse, mais pour de bonnes raisons, hein, je veux dire, les mecs, ils ont raison d'avoir la trouille dans la situation actuelle, et qu'en gros, ils se sont regroupés derrière le mec qui leur dirait... et à qui le système médiatique donnerait la parole pour qu'ils puissent dire « votez pour moi et pendant quelques années, ça va continuer comme avant ». Ça, je crois que c'est quand même relativement clair. Maintenant, on l'a bien compris, hein, que c'est ça la vraie substance du macronisme.
Après, la question quand même qui est derrière, c'est qu'est-ce qui les a amenés à réagir comme ça? C'est-à-dire que moi, j'ai pas réagi comme ça. Je n'ai pas choisi de voter pour le mec qui dirait on va continuer pendant quelques années. Parce qu'au fond, qu'est-ce que je me suis dit là-dedans? Je me suis dit, mais ça sert à rien. Je veux dire, le truc ne va nulle part. Le truc ne va nulle part. Enfin, je veux dire, qui peut croire sérieusement que ce brave Emmanuel Macron, qui est un bon communicant, hein, je veux dire, c'est un mec contre lequel j'ai absolument rien à titre personnel. C'est un bon communicant, il est entouré de mecs qui font bien leur métier de communicant. Qui peut croire sérieusement que ce mec-là va réussir par une sorte de comme ça, je sais pas, de truc incroyable, à résoudre les problèmes qui se posent aujourd'hui à la construction européenne telle qu'elle a été pensée jusqu'ici? Il va faire quoi? Non mais déjà, il va falloir qu'il résolve les problèmes avec Mamie Merkel. Ça ne va pas l'amener très loin, à mon avis. En plus, avec une Mamie Merkel qui elle-même va avoir tellement de problèmes chez elle qu'elle ne pourra pas bouger, ou très peu, très difficilement. Hein, je ne sais pas si vous imaginez, la posture de Merkel aujourd'hui, c'est un cauchemar. Sur l'immigration, il faut en même temps qu'elle ne fasse pas péter sa coalition en mettant trop en colère la CSU bavaroise, qui a des élections dans quelques mois où elle risque de se faire bouffer par l'AfD. Et en même temps, il ne faut pas qu'elle mette en colère le SPD dont elle a besoin pour gouverner. Sur l'Europe, il ne faut pas qu'elle mette en colère un électorat CDU qui ne veut pas entendre parler de l'idée générale qu'on va faire des transferts budgétaires de l'Allemagne vers les pays du Sud qui en ont besoin pour faire tenir la zone euro. Mais en même temps, il va falloir qu'elle donne quand même, qu'elle ne mette pas trop en colère un SPD qui est absolument attaché au projet européen et qui, lui, veut qu'on fasse ces transferts. Donc c'est ingérable. C'est ingérable. Alors, Merkel est extrêmement forte pour ne jamais rien faire et ne jamais rien décider. C'est une championne dans le genre. Mais là, elle va être obligée. Parce qu'on arrive au moment où on ne peut plus continuer. Et c'est Macron qui va, comme ça, en claquant des doigts, qu'est-ce qu'il va faire? Et puis avec qui il va le faire? Avec les Italiens? Déjà, il faut qu'il sache à qui il va parler. C'est pas sûr qu'il trouve quelqu'un. S'il trouve quelqu'un, c'est pas sûr du tout que le mec en question ait vraiment envie de sauver la zone euro. Donc, je veux dire, ça se voyait de toute façon que ça n'allait nulle part. À supposer que Macron soit très très bon et qu'il ait de la chance, il peut peut-être effectivement faire durer le truc encore quelques années. Et après, il se passe quoi? Enfin, c'est complètement idiot de s'enferrer là-dedans. Je veux dire, il y a un crétin, il y a quelques années, on ne sait pas qui c'est parce que personne n'ose assumer ce genre d'ânerie, qui a décidé qu'il fallait que l'Allemagne et la Grèce aient la même monnaie. Il n'y a aucune théorie économique qui permet de justifier ça. Vous pouvez demander à n'importe quel disciple de n'importe quel grand économiste, ils vont tous vous dire que ça n'a pas de sens. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'unification européenne. À titre personnel, je suis plutôt pour, sur le fond. Il s'agit simplement de constater que techniquement, c'est totalement absurde. Bon, et qu'est-ce qu'on fait? on va continuer encore comme ça pour essayer de faire tenir le truc quelques années, sachant qu'à la fin, de toute façon, ça va péter. Et donc, on va encore se torturer pendant quelques années. C'est débile, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai réagi comme ça. Or, il y a plein de gens qui n'ont pas réagi comme ça. Et même, ils sont majoritaires, visiblement. Et comment ça se fait? Alors, la seule explication que je vois, c'est que s'ils n'ont pas pensé comme moi, c'est parce qu'il y a des raisons qui les y ont amenés. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas lancé une pièce en l'air en disant bah, tiens, est-ce que je vais penser comme Drac ou pas? Non. Voilà. Il y a des raisons. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose dans leur façon de penser qui ne correspond pas à la mienne. C'est pour ça que je suis amené à poser cette question de la psychologie. Donc, comme je suis extrêmement mauvais en psychologie, j'ai essayé de réfléchir à quels livres, à quels auteurs que j'ai lus peuvent m'aider à comprendre. Donc j'ai pensé à un certain nombre d'auteurs. Alors d'abord, j'ai pensé au classique, je dirais, de la psychologie sociale. Parce que je crois que ça explique pas mal de choses sur les réactions, je dirais, d'un certain électorat semi-trouillard, semi-conformiste, qui a fait quand même les gros bataillons du macronisme concrètement. Je voudrais rappeler là-dessus, en particulier, deux expériences historiques qui ont été faites au XXe siècle et qui ont pas mal changé la façon dont nous percevons la question de la soumission à l'autorité et la question du conformisme. La plupart des gens les connaissent probablement, mais je vais les rappeler. Il s'agit de l'expérience de Stanley Milgram et de celle de Solomon Asch.
Donc Stanley Milgram, c'est un psychologue social américain qui, dans les années 60, a décidé de faire une expérience sur l'insoumission à l'autorité. Il voulait tester dans quelles conditions les gens allaient se révolter contre l'autorité. Donc il a fait l'expérience suivante, il a fait croire à des gens qu'il faisait une expérience sur la mémoire. Il y avait donc des gens qui en fait étaient des cobayes, mais qui croyaient qu'ils étaient associés à un test. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que c'était eux qui étaient testés. Et on leur a demandé, dans ce cadre-là, d'infliger des chocs électriques, simulés en fait, c'est-à-dire des faux chocs électriques, à un acteur qui faisait semblant de souffrir beaucoup en recevant les chocs, mais qui en fait était un comparse de Milgram. À chaque fois que l'acteur commettait une erreur sur une liste de mots à mémoriser, le cobaye devait lui envoyer une décharge électrique, et plus il commettait d'erreurs, plus la décharge électrique, fausse en fait, augmentait. Bon. Milgram avait dit on va graduer le niveau de choc à infliger aux gens jusqu'à 450 volts, c'est-à-dire une décharge potentiellement mortelle. Et il pensait qu'il allait tester à quel moment les gens allaient arrêter, quoi. Eh bien, 65% de ces cobayes sont allés jusqu'à 450 volts. La première expérience qu'il a fait, 65% sont allés jusqu'à 450 volts. Ce qui fait qu'il a rebaptisé son étude, qui n'a plus été une expérience sur l'insoumission, mais une expérience sur la soumission. Puisqu'il s'est rendu compte que majoritairement, il suffisait de mettre les gens dans une situation où on leur disait « vous n'êtes pas responsable », on vous donne des ordres, et ils étaient prêts potentiellement à tuer quelqu'un. Ce qui est quand même assez instructif. Donc ensuite, il a compris qu'il tenait quelque chose d'absolument important, là. Donc il a refait l'expérience dans différents cadres, bon, et il a pu montrer en particulier plus la figure d'autorité qui lui donne les ordres est impressionnante, et plus le taux d'obéissance grimpe. Et Milgram en a conclu la chose suivante. La capacité à obéir de l'être humain moderne résulte du fait que le contexte le place en situation de ne pas se percevoir comme quelqu'un agissant de manière autonome, mais comme un simple agent de l'autorité, ce qui doit nous amener à réfléchir effectivement à l'attitude de tous ces gens pour qui ça ne va pas trop mal aujourd'hui, qui ne peuvent pas ne pas savoir que manifestement, là, il se passe quelque chose de grave autour de la zone euro, il se passe quelque chose de très grave aussi autour de l'immigration. On en a moins parlé, mais on a vu aussi que c'était un sujet moins important pour les électeurs de Macron. Mais il faut se souvenir que ce sont des gens, dans leur expérience quotidienne, très souvent, les victimes de ce qui est en train de se passer, là, ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas. Et symboliquement, la figure d'autorité qui est très forte, qui est l'expert qui leur dit attention, il faut défendre l'euro, il ne faut pas se fermer aux autres, n'est-ce pas, ou autre blabla, etc. Donc il ne faut pas remettre en cause la direction générale dans laquelle va la construction européenne depuis des années. Mais cet expert, il est dans une très grande position d'autorité, ne serait-ce que parce que symboliquement, en quelque sorte, c'est lui qui garantit leur petit soin. Oui, parce qu'à un moment... L'expérience de Asch aussi, elle vient conforter un petit peu cette analyse, c'est-à-dire que Salomon Asch, c'est un psychologue social américain également, qui quelques années avant Stanley Milgram a lui voulu tester le conformisme. Donc il a fait passer aux gens des faux tests de vision. Il leur montrait des tableaux avec des lignes de différentes longueurs. Il leur demandait quelle est la ligne la plus longue, quelle est la ligne la plus courte, etc. Et puis il a mesuré le taux de fausses réponses, le taux de bonnes réponses. Puis il a refait l'expérience avec les mêmes graphiques, mais cette fois, le cobaye, on le mettait dans un groupe avec des comparses qui étaient chargés de donner des fausses réponses. Et H a montré qu'une proportion non négligeable des sujets, environ un tiers, arrivaient à biaiser eux-mêmes sincèrement, c'est-à-dire que le biais était largement inconscient, leur perception pour s'aligner sur celle du groupe. Environ un tiers.
Et là encore, vous retrouvez cette dynamique de groupe qui a pu s'enclencher effectivement autour de la candidature de Macron. C'est sûr que quand vous avez les médias qui sont en train constamment de vous dire, voilà, c'est ce type-là qui est garant de l'ordre en face du chaos qui menace, et que autour de vous, beaucoup de gens sont sur cette ligne-là, bon, vous allez rentrer dans le moule. Vous allez rentrer dans le moule. Donc ça, je pense instinctivement, si vous voulez, que le mélange entre les enseignements de Milgram, qui explique pourquoi une bonne partie des électeurs français n'en ont rien à foutre que les Grecs crèvent la gueule ouverte, et de H, qui explique pourquoi une grande partie des électeurs français peuvent gober le récit, en quelque sorte, totalement irréaliste, totalement même coupé du réel, quoi, que les médias ont donné depuis un certain nombre d'années des évolutions historiques en cours. Eh bien, je pense que l'expérience de Milgram et l'expérience de H expliquent à partir de là, si vous voulez, une bonne partie du vote Macron, tout simplement. C'est mon analyse psychologique. Alors, il ne faut pas en déduire que les électeurs de Macron sont des imbéciles ou que ce sont des salopards ou quoi que ce soit de tel. Hein. C'est simplement que je pense que pour beaucoup d'entre eux, leur praxis, leur habitus, leur parcours personnel fait qu'ils ont été placés dans la situation des cobayes de messieurs Milgram et H. Et beaucoup d'entre nous, si on avait eu le même parcours, le même type de vie, probablement on aurait réagi de la même façon. Voilà. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir autour de ça. Et la façon dont on peut amener des gens donc, à remettre en cause des perceptions fallacieuses. Je rappelle en particulier ce que disait Stanley Milgram. Si on veut que le taux d'obéissance soit plus faible, il faut que la victime soit plus visible, que la figure d'autorité soit disqualifiée et que la dynamique de groupe soit absente ou affaiblie. Alors, je crois aussi qu'il y a un autre écrit qui peut expliquer en partie ce qui s'est passé. Je veux parler d'un livre au statut un peu mythique, donc comme souvent le genre de livre culte un peu surévalué, mais qui est quand même très intéressant. Un livre de Naomi Klein qui s'appelle « La stratégie du choc ». C'est un livre dans lequel Madame Klein explique comment, je résume très vite, hein, comment la CIA a testé dans les années 50 la possibilité de reconfigurer un esprit humain en lui appliquant des chocs, drogue et électrochocs, et comment ensuite les enseignements de ces études psychologiques ont été étendus à la psychologie sociale, et comment en particulier les dirigeants ont appris à administrer des chocs à l'opinion pour jouer au niveau collectif sur ce qui avait été testé au niveau individuel dans le cadre de ce programme de la CIA qui s'appelait le programme MK-Ultra. Et je voudrais faire remarquer au passage que ces dernières années, on a eu un cas de stratégie du choc avec le dressage, il n'y a pas d'autre mot, qui a été appliqué à la Grèce, et à un degré moindre, on en a moins entendu parler quand même à l'Espagne et au Portugal. Il faut se souvenir à cet égard qu'un des enseignements de la psychologie moderne, c'est que nous avons dans le cerveau des neurones qu'on appelle les neurones miroirs, et que du fait de ces neurones miroirs, quand nous voyons quelque chose arriver à quelqu'un, nous éprouvons en quelque sorte, pas vraiment la même chose que la personne à qui ça arrive sur le plan physique, mais une imitation en quelque sorte dans le cerveau de ce qui arrive à cette personne. Hein, c'est pour ça que la pornographie fonctionne, entre autres, pour prendre un exemple simple. Quand vous avez comme ça une stratégie du choc qui est appliquée à la Grèce, elle ne vise pas seulement, à mon avis, à casser les résistances du peuple grec, elle vise aussi à créer un effet de choc dans toutes les populations européennes. Donc je pense que ça aussi, ça a joué un rôle, et je pense que ça joue un rôle dans cette tendance générale assez forte qu'on observe chez beaucoup de gens, à vouloir surtout que les choses continuent à aller dans la même direction, même si on sait très bien qu'on ne va nulle part. C'est parce que tant que ça continue à aller dans la même direction, le choc n'est pas appliqué. Bon. Et puis, d'autre part, il y a un autre livre qui peut aider à réfléchir un petit peu. Là encore, c'est un classique.
je veux parler du livre de Gustave Le Bon qui date du début du siècle et qui s'appelle Psychologie des foules. Je pense que, par nature, si vous voulez, les agrégats électoraux flous, surtout quand il s'agit d'un agrégat comme En Marche, ce n'est pas tout à fait une foule, au sens où l'entendait Le Bon, mais il y a sans doute certaines de ces conclusions qui peuvent s'appliquer. Gustave Le Bon a écrit un livre où il explique en gros que, si je fais court, le comportement d'une foule n'a rien à voir avec la somme de ce que seraient les comportements des individus qui composent cette foule s'ils n'étaient pas en foule. La foule n'a pas de raisonnement collectif à proprement parler, mais il y a des effets d'interaction entre les individus qui font que lorsque les individus se sont constitués en foule, en un rassemblement temporaire, ils vont avoir collectivement des attitudes, des comportements qui ne sont pas ceux qu'ils auraient eus si, en quelque sorte, ils étaient entièrement propriétaires d'eux-mêmes. Ce qu'explique le Bon, c'est que la foule n'a pas de raisonnement logique. Donc elle peut gober un peu n'importe quoi, en fait. Et en fait, elle a tendance à gober plus facilement les trucs absurdes, parce que c'est ceux qui frappent le plus son imagination. C'est-à-dire qu'à la limite, si vous tenez un discours logique à une foule, vous serez moins facilement entendu que si vous tenez un discours illogique, flou, avec une promesse un peu subliminale d'espoir, avec... comment il dit, monsieur? J'ai bien aimé, là... voilà, si vous dites que progressivement, nous aurons dans les mois à venir une représentation nouvelle du champ politique qui ne se résumera plus par des curseurs sur une ligne, voilà, et que vous allez résoudre la quadrature du cercle en projetant un cylindre sur deux plans orthogonaux, eh bien, vous frappez l'esprit de la foule parce que la foule qui a peur parce qu'elle sent que le système dans lequel elle vit est sur le point de s'écrouler, va se réfugier derrière vous parce que vous lui offrez une porte de sortie idiote, absurde, mais c'est pas grave, ça fait une porte de sortie. Et d'ailleurs, à ce propos, on peut remarquer que Le Bon identifie dans la foule ce qu'il appelle un instinct conservatiste, c'est-à-dire une certaine tendance à détester tout ce qui est nouveau, tout ce qui est réellement nouveau, tout ce qui introduit une rupture, parce que c'est interprété comme une menace. Et je pense qu'on retrouve assez bien ça, finalement, dans ce qui s'est passé autour du macronisme. Alors, je pense que cette explication vaut largement pour ce qu'on pourrait appeler les macronistes passifs, c'est-à-dire ceux qui ont voté parce qu'ils ont eu peur du deuxième tour Le Pen-Mélenchon, ils ont voté Macron pour ça, ou alors ceux qui ont voté Macron en ayant réussi à se convaincre que ça allait vraiment les sortir de leurs problèmes. Mais en revanche, je pense que ça ne suffit pas à expliquer l'existence des militants En Marche, de ces quelques dizaines de milliers de personnes, et ça suffit encore moins à expliquer l'enthousiasme réel, je crois, que Macron a pu provoquer dans une petite partie de la population. C'est-à-dire que je ne peux pas l'évaluer vraiment, mais je pense qu'il y a quand même, au-delà même des militants En Marche, 1 ou 2% de gens qui se sont vraiment enthousiasmés pour le type. Alors j'ai réfléchi là encore s'il y avait des gens qui avaient écrit sur des aspects psychologiques et si ça pouvait expliquer ce qui s'était passé. Et là, je vous propose d'aller nous intéresser à un courant qui s'appelle la critique de la valeur, et dont le principal théoricien est un monsieur qui s'appelait Robert Kurz, dont l'œuvre est continuée aujourd'hui par un monsieur qui s'appelle Anselme Jappe, ou Jappe, je crois, si on prononce comme on doit. En fait, en quoi consiste ce courant? Qu'est-ce que ces gens expliquent? Ils expliquent en gros que ce sont des marxistes, ce sont des gens qui s'inscrivent dans le cadre de la théorie marxiste, de la réflexion construite par Marx. Ils expliquent en gros qu'il y a une double nature du travail dans le système capitaliste. Il y a un travail réel, qui est celui qui est fourni concrètement par le travailleur, et puis il y a autre chose, qui est ce qu'on pourrait appeler le travail déduit ou le travail abstrait. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une formule mathématique d'une certaine façon, si je fais court, là encore je résume, c'est la plus-value moins la rémunération du profit. Et ça va donner la rémunération du travail, la valeur du travail. Donc, à partir du moment où il y a une double nature du travail,
il va y avoir à l'intérieur de l'esprit du travailleur, de la personne qui fournit le travail, une double nature d'elle-même qui va commencer à apparaître. C'est-à-dire qu'il y a un sujet réel, un être humain complexe qui fournit le travail réel, et puis il y a un autre sujet, un sujet qui est en quelque sorte fantasmé par lui-même et qui est à la fois l'employeur et l'employé de lui-même, avec une sorte de dissociation à l'intérieur de la personne qui se crée autour de ce deuxième sujet fantasmé, où on a donc une psychologie particulière qui est instaurée par le mode de production capitaliste, en tout cas si on retient l'hypothèse de Kurtz et de Anselm Japp, une division de la personne contre elle-même, si vous voulez, où la personne unifiée du travailleur réel est mise de côté et où petit à petit s'impose à l'intérieur de la personne un autre sujet qui est lui-même structuré par l'opposition entre moi comme employeur de moi et moi comme employé de moi. Alors, ce qu'on peut remarquer, si on admet cette hypothèse, c'est que si on a des gens qui ont bien choisi de s'insérer dans le système capitaliste et qui fonctionne aujourd'hui, on va avoir des gens, par la force des choses, ils vont intérioriser ce type de psychologie. C'est-à-dire qu'ils vont être divisés contre eux-mêmes, ils vont être leur employeur et leur employé en même temps, n'est-ce pas? Ils vont avoir une architecture psychologique assez particulière qui va s'instaurer. Et ils vont forcément être mal à l'aise, ils vont pas être en état d'interagir de façon correcte et normale avec une société qui sera dotée d'une substance, d'une essence fixe et unificatrice. Il va falloir qu'ils retrouvent dans leur environnement systématiquement ce principe de division pour pouvoir être en homéostasie avec leur environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous suivez le raisonnement? Difficilement. Alors, je vais essayer d'expliquer. Imaginez, on va prendre un exemple. Imaginez un monsieur, on va l'appeler Monsieur Durand. D'accord? Monsieur Durand est, je ne sais pas moi, c'est un employé de bureau dans une entreprise ou dans une grande administration, peu importe. Bon. Il a un travail à faire, je ne sais pas moi, on va dire, s'il produit un tableau de bord, n'est-ce pas, tous les mois, on lui demande de produire, toutes les semaines, on lui demande de produire des états de restitution qui doivent être examinés en comité de direction, dans son service, etc. Il produit son tableau de bord. Bon. Il y a un monsieur Durand, qui est monsieur Durand réel, unifié en lui-même, qui fournit le travail concret pour faire ce tableau de bord. Alors je ne sais pas, moi, il va sur un système d'information quelconque, il fait des requêtes, il importe ses requêtes dans un outil de restitution, il retravaille les restitutions, il analyse les données, il fait une note de synthèse et il diffuse à qui de droit. Bon, je prends un exemple. Il se trouve que ce monsieur Durand trouve, s'il est normalement constitué, son travail mortellement ennuyeux, totalement désincarné et enfin, je veux dire, ne présentant aucun intérêt, aucun enrichissement. Bon. Mais M. Durand a besoin de ce travail, pas à cause du travail réel qu'il fournit, la première nature du travail, mais à cause de la deuxième nature du travail. Et cette deuxième nature du travail, c'est le salaire, en fait, est représenté en quelque sorte par le salaire qui lui est versé. Ce salaire qui est égal en fait à la plus-value qu'amène M. Durand par son travail, moins la rémunération de l'entreprise. Bon. Donc il y a une deuxième nature du travail qui est représentée, qui est valorisée en quelque sorte par le salaire. Donc M. Durand va commencer à vivre sous une assez grande tension parce qu'il doit continuer à faire un travail qui est, de son point de vue, assez absurde, assez inutile, mais il est bien obligé puisque la valeur qu'on lui donne, la valeur qu'on donne à son travail, c'est son salaire. Bon, au bout d'un certain temps, M. Durand va commencer à se convaincre, parce qu'il faut bien qu'il garde son équilibre intérieur, il faut bien que sa vie, tout ça ait un sens. Il va commencer à se convaincre qu'effectivement le salaire indique la réalité de sa valeur. Bon.
Ce qui est faux, ce qui est totalement faux dans la réalité. C'est-à-dire qu'il est très possible, étant donné la façon dont fonctionnent les entreprises, que le travail qu'il fait soit non seulement sans intérêt sur le plan de l'enrichissement collectif, mais même peut-être contre-productif. Si la société en question est engagée dans des spéculations qui déstabilisent des marchés et que le travail de M. Durand permet de mieux spéculer, il détruit de la valeur réelle du point de vue de l'usage que peuvent en faire les gens. Mais simplement, lui, pour garder la cohérence de son esprit, pour ne pas devenir fou, va réputer que la valeur de son travail est donnée par son salaire. Bon. Donc, il va faire émerger une personnalité mutante à l'intérieur de lui, et cette personnalité mutante, elle va être dédoublée. Il y aura le Durand qui travaille et qui trouve ça embêtant, qui est le Durand employé par lui-même, et il y aura le Durand employeur de lui-même, dans sa tête. D'accord ? Bon. Maintenant, vous imaginez des gens qui sont complètement rentrés dans ce système, dont la psychologie est profondément imprégnée par cette logique, par cette façon de se percevoir eux-mêmes. Voilà M. Durand qui sort de son travail et je ne sais pas moi, le soir, on l'invite chez des amis. Bon. Et là, il va rencontrer quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, prenez un métier qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais qui donne de grandes gratifications, en ce sens que la personne qui l'exerce n'a pas de doute à avoir sur son utilité sociale, disons infirmière. Voilà. Il va rencontrer une infirmière qui, tous les jours, par son travail, soulage la souffrance et tous les jours, par son travail, éventuellement participe à l'acte de sauver des vies. Bon. À un moment, quand il va discuter avec elle, il va comparer, forcément dans sa tête quelque part, il va comparer l'absurdité totale de sa vie, le mec qui est en train de faire des tableaux de bord pour bien qu'on optimise bien des spéculations qui détruisent en fait de la valeur concrète et réelle, avec le sens qu'a la vie de cette infirmière qui sauve des vies. C'est difficile pour lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va avoir tendance à vouloir ? Il va avoir tendance à vouloir qu'on réduise aussi le travail de l'infirmière à une simple question monétaire. Parce que si elle aussi, elle est inscrite dans le même système de dédoublement, si elle aussi, elle est inscrite dans ce monde parallèle divisé contre lui-même qu'il a intériorisé, alors il n'est plus confronté à un sens réel qui dénonce l'absurdité de sa vie et de son expérience. Et c'est comme ça que vous avez plein de petits soldats du système capitaliste qui le défendent âprement. Je pense que là-dessus, les théoriciens de la valeur ont raison. Je pense que c'est vrai, ça marche comme ça. Je l'ai observé moi-même. Je l'ai vu moi-même. J'ai remarqué dans mon environnement des personnes qui étaient... il se trouve que j'ai un travail d'employé de bureau, j'ai un travail de caractère technique, et j'ai très clairement remarqué que quand je parle à des ingénieurs qui conduisent des projets de production concrets qui vont effectivement servir à quelque chose, j'ai des gens qui sont ouverts sur le monde réellement et qui n'ont pas de... avec lesquels je fonctionne assez facilement, alors que quand je parle à de purs technocrates qui sont inscrits souvent dans les échelons supérieurs au niveau des processus de décision et qui ne touchent plus les réalités et qui n'ont pas moyen de savoir si ce qu'ils font a du sens, en fait, là, j'ai affaire à des gens qui, j'ai remarqué, quand je dis quelque chose qui montre que moi, par exemple, je trouve plus intéressant le travail d'une infirmière qui sauve des vies, bien, je sens qu'il y a une forme de colère chez eux. Je l'ai vu, c'est quelque chose que j'ai constaté. Alors, je pense que cette psychologie particulière, des gens qui sont inscrits dans ce système tel qu'il fonctionne, elle explique en partie l'existence de cette petite minorité de macronistes vraiment convaincus. Soit parce qu'ils ont compris que Macron
a une politique générale, en fait, j'ai presque envie de dire, de destruction du réel. Parce que c'est presque ça, en fait, qui est derrière, parce que Macron va continuer de façon plus habile, mais ce qui a déjà été fait. Donc, flux migratoires tous azimuts, promotion d'une économie hors sol, comment dire, lutte contre tout ce qui est enraciné, tout ce qui est inscrit dans une substance qui unifie l'être, parce qu'il faut détruire tout ce qui s'oppose à la généralisation de ce principe de division entre l'employeur et l'employé, si vous voulez. Bon. Donc vous en avez qui ont compris que c'est ce que Macron est en réalité. C'est mon opinion, là, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est ce qu'il est en réalité. Et tout simplement, ils sont d'accord. Parce que mon interprétation, c'est qu'ils sont littéralement possédés, en fait. Hein. Littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Ou alors, ils n'ont pas compris, mais comme ils n'osent pas se révolter, Macron a eu l'habileté de leur proposer un discours dont je vous ai donné un exemple, là, avec l'histoire du cylindre, machin, bon, qui leur laisse penser qu'il va y avoir une porte de sortie, qu'ils vont pouvoir continuer à rester dans le système à l'intérieur duquel ils sont et qui les rend malades, mais qu'on va pouvoir rendre ce système meilleur, qu'on va pouvoir miraculeusement sortir de toutes les contradictions où ils sont eux-mêmes en train de s'enfoncer, au même rythme que le système dans sa globalité le fait. Ce qui vous explique d'ailleurs, à mon avis, une autre particularité étonnante de l'électorat macroniste, qui est que quand on demande aux gens, quand on a demandé aux gens dans les sondages sortis des urnes d'avril 2017, est-ce que vous avez confiance dans la gauche pour gouverner, ou est-ce que vous avez confiance dans la droite pour gouverner, ou est-ce que vous avez confiance dans aucun des deux? Eh bien, les macronistes sont parmi ceux qui disent « j'ai pas confiance ». Moyennant quoi, ils ont voté pour la somme des deux trucs dans lesquels ils ont dit qu'ils n'avaient pas confiance. Mais ce n'est pas absurde si on se met de leur point de vue, puisqu'ils espèrent une sorte de transmutation pour sortir de leurs contradictions. Voilà. Alors j'ai essayé de vous expliquer ce point. Peut-être je raconte n'importe quoi et je suis en plein délire, c'est tout à fait exact, ça peut m'arriver. Mais en tout cas, moi, quand je relis les textes de Kurz ou de Anselm Japp et que je pense aux macronistes, je me dis quand même, il doit y avoir un truc à comprendre de ce côté-là, quoi. Ça pourrait expliquer en tout cas qu'il y ait des gens qui adhèrent à la projection du cylindre sur les deux plans orthogonaux, n'est-ce pas? Alors je voudrais maintenant, j'ai fini ma description et mon analyse du macronisme. Malheureusement, j'ai largement exposé mon budget temps, mais de toute façon, je fais ça tout le temps, donc c'est pas grave. Je voudrais terminer simplement en disant, à partir de là, où est-ce qu'on va? Et je voudrais simplement exprimer, et c'est pour ça que cette conférence, même si j'ai essayé de rester un peu cool, elle exprime aussi une certaine inquiétude. Et je voudrais conclure en vous parlant d'un autre livre qui est beaucoup moins connu que le livre de M. Milgram, L'expérience de H, le travail de Naomi Klein ou de Gustave Le Bon, mais qui est un livre très intéressant, au statut scientifique contesté, mais en tout cas dont les intuitions sont très intéressantes. Je suis sûr que peu de gens dans la salle le connaissent. Il s'agit de la ponérologie politique de André Lobachevsky. Par curiosité, qui connaît la ponérologie politique de André Lobachevsky dans la salle? Est-ce que quelqu'un la connaît? Personne. Super. Donc là au moins, là au moins je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si ça vous intéressera, mais c'est nouveau. Alors, M. Lobachevsky était un psychiatre polonais qui a vécu sous le système communiste polonais. Il a eu d'ailleurs de très gros ennuis avec le régime communiste polonais. Bon, ce qui se comprend parce que manifestement il était anticommuniste, bon, mais aussi parce qu'il avait tendance à dire la vérité, ce qui n'est pas une très bonne idée, ce genre de régime. Et M. Lobachevsky a, étudiant le monde dans lequel il se trouvait, le monde du système communiste polonais, a décidé d'écrire ce qu'il a appelé une ponérologie politique. Alors ponérologie, ça vient du grec, c'est un terme assez rarement employé, évidemment. C'est l'étude de la genèse du mal. Et donc la ponérologie politique, c'est l'étude de la genèse du mal appliquée à des fins politiques. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a dit, M. Lobachevsky? C'est son approche qui est intéressante et c'est elle qui m'amène à être un peu inquiet dans ce que je vois aujourd'hui et dans ce que révèle, à mon avis, l'émergence du macronisme.
Monsieur Lobachevski a vu évoluer les jeunes Polonais, en particulier les jeunes Polonais qui suivaient des études de psychiatrie, après l'instauration du régime communiste. Et il a remarqué qu'une minorité, de l'ordre à peu près de 6%, qui est devenue par la suite influente sous le régime communiste, avait en quelque sorte changé de discours, changé d'attitude dans les facultés de médecine. Alors c'était des gens qui pouvaient très bien venir de l'aristocratie ou de familles très religieuses catholiques. Ce n'étaient pas nécessairement des gens qui venaient de milieux pro-communistes à la base. Quand j'ai lu le bouquin de M. Lobachevski il y a quelques années, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a certains détails de ce qu'il dit que moi je retrouve dans mon expérience personnelle. Par exemple, il fait remarquer qu'en général, les types qui subissaient ce genre de modification du comportement, qui se mettaient à adhérer très facilement à l'idéologie, avaient un niveau de talent réel un peu plus bas que la moyenne. Ce n'étaient pas des nuls complets, mais ce n'étaient pas non plus des types bons dans leur métier, quoi. Visiblement, un peu moins bons que la moyenne. Et c'est là que j'ai commencé à tiquer sur le bouquin de Lobachevski en me disant, tiens, ça va m'intéresser, parce que mes observations perso sur le monde des cadres, moi j'appartiens à cette grande catégorie qu'en France qu'on appelle les ingénieurs, techniciens et cadres, mes observations perso m'ont amené à la conclusion qu'il y avait une généralisation d'un profil qu'on trouve surtout dans les métiers, je dirais, de com ou de paracommunication, qui ont tendance à se greffer un peu partout aujourd'hui dans les entreprises. Et ce profil, c'est effectivement un profil de mecs qui ne sont pas très bons, mais qui sont très conformistes. Et effectivement, ils correspondent bien au niveau, en quelque sorte, en termes de stratification des compétences, que décrit Lobachevski dans son bouquin. Là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a comme une ressemblance entre ce qui est en train de produire apparemment le néolibéralisme français et ce que produisait le communisme polonais il y a 50 ans. C'est bizarre. Alors, Lobachevski étant un psychiatre, il a défini tout un vocabulaire pour investiguer son domaine. Bon, ce vocabulaire est un peu décalé par rapport à celui qui existe aujourd'hui, parce que il est inspiré pour l'essentiel du vocabulaire de la psychiatrie polonaise d'il y a 50-60 ans. Donc je vais employer un certain nombre de mots maintenant qui ne correspondent plus tout à fait aux pathologies mentales telles qu'on les décrit aujourd'hui. Mais vous allez voir, ce n'est pas très éloigné. Donc, le premier constat de Lobachevski, quand il s'est demandé pourquoi les choses se passaient comme ça, c'est que le système soviétique était dysfonctionnel parce que tout simplement, il reposait sur une vision erronée de l'être humain. Parce que l'homo soviéticus, disait Lobachevski, est supposé être un être rationnel. Or, ça n'est tout simplement pas la réalité de l'être humain. À partir de là, comme le système reposait sur une anthropologie défectueuse, la réalité qu'il a produite a été très différente de la réalité qu'il voulait produire. C'est-à-dire que dans la pratique, ce que Lobachevski a observé à travers le système soviétique, c'est ce qu'il a appelé une pathocratie. Enfin, le système soviétique, vous savez, sa variante polonaise, ce qu'il a appelé une pathocratie, c'est-à-dire un gouvernement par des malades. Par des gens qui ont un problème de maladie mentale, tout simplement. Le fonctionnement général de cette pathocratie polonaise, pour Lobachevski, était le suivant. Comme il y avait inadéquation entre la réalité des personnes et leur rôle social, avec en particulier la promotion systématique de personnes conformes idéologiquement, mais pas nécessairement compétentes pour le boulot où on les plaçait, il y avait une déstabilisation générale. Et à partir de là, en quelque sorte, les individus qui souffraient à la base de tendances psychopathiques accentuaient ces tendances et pouvaient les communiquer à des gens qui réagissaient à la psychopathie, souvent en constituant à leur tour une psychopathie. Parce que quand vous fréquentez constamment des gens qui sont, passez-moi l'expression, des tarés, vous avez vous-même du mal à ne pas devenir un taré, ou en tout cas à ne pas vous mettre à réagir comme un taré. Alors, pour dire les choses simplement, c'est ce que Lobachevski
a observé dans la Pologne communiste. Et à partir de là, alors il faut lire son bouquin, je ne vais pas tout vous expliquer, il montre très bien comment il y a des interactions entre les différents types de pathologies mentales dans un système comme ça qui ne fonctionne plus de façon normale, qui ne fonctionne plus en fonction de la réalité. Donc, en gros, il explique qu'il y a ce qu'il appelle des caractéropathes hystériques, aujourd'hui on dirait des caractériels tout simplement, qui forment une sorte de toile de fond qui est favorable au déploiement des manœuvres de gens qui sont atteints de pathologies mentales beaucoup plus lourdes, dont les bénéfices, parce que les maladies mentales ont souvent des bénéfices, les aident en termes de promotion sociale. Donc il analyse en gros, à partir de là, le rôle de ce qu'il appelle les psychopathies paranoïdes et les psychopathies schizoïdes. Donc il donne d'ailleurs un certain nombre d'exemples de psychopathes des différents types. Bon, Lénine, Staline sont des paranoïdes, alors que les idéologues purs qui sont dans la pure idéologie, dont le premier pour lui est Karl Marx, qui est une affirmation très contestable, mais bon, c'est son avis, sont des schizoïdes. Bon, alors il fait toute une analyse. Et ce qui montre en gros, c'est que quand vous avez un système qui commence comme ça à se dérégler, parce que les gens ne vivent plus dans la réalité, parce que le système impose une représentation de la société qui n'est pas conforme à la réalité et oblige la société à essayer de se conformer à cette représentation, c'est qu'on crée un contexte général où des réseaux de psychopathes, en fait, paranoïdes et schizoïdes, vont interagir sur la toile de fond générale formée par l'existence dans toute population d'une certaine proportion de gens qui sont atteints de ce qu'il appelle des caractéropathies hystéroïdes. Voilà. Eh bien, moi je trouve que si vous voulez, même si, attention, je ne suis pas en train de dire que les gens qui votent En Marche sont des psychopathes, ou même d'ailleurs que les adhérents d'En Marche sont des psychopathes, ou même que Emmanuel Macron est un psychopathe, je ne connais pas du tout assez la personne pour ça. Je dois dire que la lecture de Lobachevsky au regard de ce qui s'est passé ces 2 dernières années en France est assez inquiétante. Et j'en ai fini en ayant donc fait à peu près 1 fois et demie le temps que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Voilà, je vous remercie. Donc on va passer aux questions. Et avant les questions, comme on avait 2 ou 3 réglages peut-être à faire, donc je vais donner 2 informations. Donc le prochain Café Métapo du Cercle Rébellion Toulouse aura lieu le 29 mars et il concernera le sport, de la transcendance à la consommation. Et autre chose, nous organisons le vendredi 13 avril une conférence avec Lucien Cerise, aussi à Toulouse. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez, et laissez vos coordonnées à l'entrée et on vous mettra dans la mail list qui suivra bientôt l'annonce de la conférence. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc s'il y a des questions, voilà, je passerai le micro et vous pouvez poser vos questions directement à Michel Drac. Une précision sur tout sujet que vous voulez. Hein. Je veux dire, c'est pas obligé d'être sur la conférence. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Sur le fait que les gens aient voté Macron plus qu'une autre personne, est-ce qu'en fait, finalement, il n'y a pas un désintérêt de la politique et que les gens sont plutôt occupés en fait, au quotidien par leurs soucis sur le travail, gérer les enfants, tout ça. Donc finalement, il y a ce désintérêt et puis il y a également ce que vous avez dit, un aspect moutonnier, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être un ami qui va voter Macron pour les raisons que vous avez invoquées, puis en fait, ils vont dire, bon, oui, apparemment, c'est un bon choix. Le fait de la peur aussi, mais je dirais qu'il y a le désintérêt de la politique, le quotidien fait qu'il y a aussi la baisse de la spiritualité ou la réflexion. Parce que pour s'intéresser, les personnes qui sont là, je pense ce soir, ont eu du temps pour réfléchir, prendre du recul sur la situation, la réalité, et n'ont pas peut-être trop de soucis au quotidien. Enfin, à voir. Donc. Oui, je crois que c'est oui, c'est vrai, oui, mais j'ai essayé de dire maladroitement et en 1h30 ce que vous avez assez bien résumé en 2 minutes. Donc, bon. Oui, c'est pour ça que la majorité, enfin, une très forte proportion des macronistes s'est décidée dans le dernier mois, parce que c'est un électeur faiblement politisé. Effectivement, je pense que c'est leur praxis très souvent, le fait qu'ils n'ont pas, eux, directement été confrontés aux problèmes posés par l'évolution actuelle qui les amenait à voter Macron. Parce que c'est un peu triste à dire, mais en réalité, les gens s'aperçoivent qu'il y a des gens qui souffrent le jour où ils souffrent eux-mêmes. Hein.
L'être humain a une grande capacité, en fait, à tourner la tête quand ça l'arrange. Hein. Et effectivement, bon, il y a un désintérêt général de la politique qui est lié alors là, à plusieurs choses. Entre autres, à mon avis, au fait aussi que tout est fait, si vous voulez, pour que... Bon, qu'est-ce qui fait que les gens vont s'intéresser à la politique, en général? C'est qu'ils espèrent que la politique change les choses. Je crois qu'on a bien réussi à convaincre les gens aujourd'hui qu'elle ne pouvait pas changer les choses, d'où la stratégie du choc appliquée en Grèce. Et puis, bon, bah, on occupe les gens. Je me souviens que j'ai vu un truc il y a quelques temps qui est assez rigolo. Pendant la campagne électorale, figurez-vous que l'ineffable Cyril Hanouna a fait un sondage dans son émission, sur son public. Alors, que vote le public de Cyril Hanouna? Et alors, en tant qu'électeur mal pensant, j'ai été très très content de constater que Marine Le Pen faisait un bid chez Cyril Hanouna. Chez Cyril Hanouna, c'était Mélenchon et Macron qui faisaient un tabac. Si ma mémoire est bonne. Mélenchon d'ailleurs était devant Macron. Bon, effectivement, donc statistiquement, on voit bien effectivement que... Alors j'étais un peu surpris par le vote Mélenchon du public d'Hanouna, mais je pense que ça doit être la partie des électeurs Mélenchon qui cherchent un supplément d'âme, en fait. Non, parce qu'avec les macronistes, je prends des gants, parce que je ne veux pas insulter mes concitoyens, ils ne le méritent pas, ils ont parfaitement le droit d'avoir des opinions différentes de moi, mais avec le public d'Hanouna, j'en prends pas. Je veux dire, là c'est open bar, on peut y aller, les mecs, ils l'ont demandé, qu'on se foute de leur gueule. Voilà, donc je pense que oui, vous avez raison, tout simplement. Vous avez raison. Cela dit, je pense qu'il y a une couche d'explication plus profonde quand on s'intéresse aux gens qui ont vu dans le macronisme un projet positif. C'est-à-dire que là, ce que vous avez très bien résumé, ça vaut pour les macronistes passifs, en quelque sorte. Voilà. C'est-à-dire que dans un parti politique, vous pouvez quand même vous exprimer, vous pouvez voter, vous avez des réunions où on peut discuter. Et là, ils sont tombés dans un mouvement qui était complètement technocratique, parce que derrière Macron, c'est la technocratie de l'administration française. Ah oui, là, je dirais, c'est parfait, quoi. Macron et compagnie, c'est effectivement la synthèse de tout ce que les mecs souvent n'aiment pas. Mais ils ont quand même été pour. Ben, je pense que mon explication, si vous voulez, je la tiens par Gustave Le Bon. C'est-à-dire que il y a un effet de foule à un moment qui se crée. Et bon, et puis les gens, je la tiens par Gustave Le Bon et Robert Kurz, je dirais. Les gens ont envie de croire qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir un miracle. Parce qu'en fait, quand on regarde la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est très grave comme situation. C'est-à-dire que dans la réalité, ce qui s'est passé en 2015-2016 montre que, contrairement à ce que croyait Merkel, on n'y arrive pas du tout avec les migrants. C'est-à-dire que déjà, on en met 2 millions. L'Europe est au bord de l'explosion. Mais attention, à la porte, c'est pas 2 millions qu'il y a. Hein. Regardez la pyramide démographique de l'Afrique subsaharienne, regardez la pyramide démographique du sous-continent indien, regardez l'évolution des courbes de natalité en Afrique du Nord, regardez la situation de l'Égypte. Les masses qui risquent de déferler, mais en comparaison, ce qu'on s'est pris jusqu'ici, c'est rien. Donc si 2 millions, ça a suffi pour nous mettre au bord de l'explosion, c'est-à-dire que le jour où c'est 10, 20 millions, ça pète instantanément. Hein. Donc et ça va arriver. C'est ça qui est terrifiant. C'est que quand on regarde les choses objectivement, ça va arriver. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Enfin, je veux dire, un des rares domaines où on peut faire des prévisions, c'est la démographie. Bon, bah, c'est écrit. Je veux dire, le destin tragique des 20-30 ans qui viennent est écrit dans la pyramide démographique de l'Afrique subsaharienne. Hein, et d'un certain nombre, à un degré moindre, aussi en Afrique du Nord, au Machrek et dans le sous-continent indien. C'est dans les tuyaux. Et donc les gens ne peuvent pas vivre avec ça. S'ils regardent les choses lucidement en face,
de toute façon, ça va être une catastrophe. Parce qu'en gros, où ces mecs passent et on va se retrouver minoritaire sur notre propre sol, ou ils passent pas, et pour les arrêter, il va falloir se transformer en quoi et faire quoi exactement? Oh, mais c'est terrifiant. Sur le plan économique, c'est pareil. Le système continue à fonctionner grâce à l'endettement. Alors vous avez des gens qui vous expliquent que ce n'est pas un problème. Ah oui, c'est pas un problème. Donc c'était pas un problème en 2008 d'avoir 230-240% d'endettement en moyenne. Ça a failli nous tuer. Là maintenant, on a repris encore 40 ou 50% de plus. Donc la prochaine fois, est-ce qu'on survivra? Comment ça va se passer? On est en risque de voir tout le système international, tout le système financier international imploser complètement. Dans une catastrophe très, très complexe à gérer. Après, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Enfin, ça va faire mal, quoi. Et ça, au fond, les gens le sentent, ils le savent. L'Union européenne, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on résume. Les Hongrois, en gros, qu'est-ce qu'il a fait, Orban? Il y a un certain nombre de sujets, sur l'immigration, on en a beaucoup parlé, mais aussi dans d'autres domaines, où quand Bruxelles lui a dit « Bon, Victor, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas changer », en gros, il n'a pas répondu oui, il n'a pas répondu non, il n'a pas répondu merde, il a continué à faire la même chose, il n'a rien répondu du tout. J'en ai rien à foutre de ce que vous dites, je continue. Et alors, il s'est passé quoi après? Rien. Rien. Parce qu'il ne pouvait rien se passer. Les Polonais, c'est pareil. Là, en ce moment, ce qui est en train de se jouer autour du rapport entre l'Europe et la Russie, c'est que le monde anglo-saxon, si vous voulez, britannique et américain, confronté à la perspective de la disparition de sa suprématie, qui est maintenant à la porte, menace de nous faire basculer dans la guerre. Ça peut arriver. Les Américains, en plus, ont envie de faire monter la pression en Europe pour mettre la pression sur l'Allemagne, parce qu'ils ont maintenant un conflit commercial très violent avec les Allemands. Le capital allemand regarde avec beaucoup d'intérêt les perspectives de développement sur la nouvelle économie, sur les économies de l'information, etc., où les Allemands aujourd'hui sont peu présents, mais où ils peuvent s'implanter demain. Les Américains eux-mêmes en ont marre que l'industrie automobile allemande leur botte le cul commercialement depuis des décennies. Bon. Ils sont au bord du conflit. Il y a un risque que les Américains nous entraînent dans une très forte montée des tensions avec les Russes pour nous verrouiller. Parce qu'une fois que les Allemands auront le choix, n'est-ce pas, entre se soumettre commercialement aux Américains ou se soumettre politiquement aux Russes, ils choisiront de se soumettre commercialement aux Américains. Et la Pologne, en ce moment, qui est sous influence américaine, vient de sortir de l'Eurocorps et de réaffirmer comment dire, que pour elle, la seule autorité militaire en Europe, c'était l'OTAN. Donc alors elle est dans l'Union européenne, mais elle en a rien à foutre en fait de l'Union européenne. Ce qui compte, c'est l'OTAN. Alors c'est quoi cette Union européenne? Et puis alors, bon, la façon dont ils ont géré les crises en Europe du Sud, on n'en parle même pas. Même le Fonds monétaire international les a engueulés. Alors si même le Fonds monétaire international trouve qu'ils sont trop libéraux, alors je ne sais plus où on va. Hein. Bon. Donc c'est une catastrophe, et on va tout droit vers la catastrophe. Et en fait, je pense que beaucoup de gens, je ne dirais pas qu'ils le savent, parce que bon, ils sont mal informés, ils regardent encore la télévision, mais les gens ne sont pas si bêtes que ça. Hein. Ils ont un pif, ils le sentent. Ils le sentent que là, ça commence vraiment. Donc ils rêvent, ils veulent rêver. Et je pense que un de leurs rêves, très souvent, c'était on va prendre le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite, et ça va nous sauver. Parce que ce n'est pas le système en lui-même qui est mauvais, ce n'est pas le projet en lui-même qui est mauvais, si tant est qu'il existe d'ailleurs, c'est un débat. C'est parce que c'est mal appliqué. Mais si on l'applique bien, ça va changer et on va s'en sortir. Et c'est pour ça. C'est pour ça. C'est très, très largement tout cet électorat qui est allé voter pour le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite, et qui a donc cumulé les pathologies en réalité. C'est parce que les mecs, ils voulaient rêver. C'est ce que je vous disais sur Psychologie des foules et Gustave Le Bon. La foule a envie qu'on lui raconte des bobards. C'est ce que disait Goebbels. Plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Bonjour monsieur. J'avais une question ici. Là.
Par rapport à votre vidéo de février, que j'ai trouvé pas du tout longue, super, vous n'avez pas fini, enfin pour ma part, vous n'avez pas pu finir les projections parce que vous n'aviez pas les résultats de les sélections italiennes. Maintenant qu'on les a, est-ce que vous pouvez nous faire profiter un peu de ce que j'en pense, c'est que bon, moi déjà sur ce plan-là, j'ai un point faible évidemment, c'est que je ne parle pas italien. Alors je ne peux pas m'informer de là-bas. Donc, je ne sais pas trop où ils vont et ce qu'ils vont faire. Dans mon petit bouquin, là, Voir Macron, c'était clairement une des variables clés pour le quinquennat Macron. C'est-à-dire que j'avais imaginé plusieurs scénarios. En gros, il y avait un scénario 1, qui est un peu le scénario au fil de l'eau, où il ne se passe pas de rupture. Et c'était le scénario où, bon an, mal an, une coalition euro-compatible arrivait à se maintenir en Italie. Donc, alors là, la politique intérieure italienne, c'est extrêmement drôle. Hein. C'est vraiment. Ce qui est charmant avec les Italiens, c'est que ça leur pose aucun problème de changer d'avis. Oui, hier j'ai dit ça, mais c'était hier. Aujourd'hui c'est différent et je dis autre chose. Il n'y a pas de problème. Donc on pouvait imaginer toutes sortes de trucs. Pendant la campagne, on dit jamais on ne s'alliera. Et puis après, bon, on fait ce qu'on veut. Bon, et donc on pouvait imaginer ce genre de scénario. Ça n'arrivera probablement pas parce qu'il s'est passé quelque chose que honnêtement je n'avais pas anticipé quand même. Je m'attendais à ce que les populistes fassent un super score en Italie parce que tout simplement, tous les problèmes qu'on a avec l'euro et l'immigration et les migrants, eux maintenant ils ont les mêmes mais par 2 ou par 3. Donc forcément ils s'en prennent beaucoup plus plein la gueule, donc il y a beaucoup plus de gens qui se réveillent. Mais il s'est passé un truc quand même auquel je ne m'attendais pas, c'est que de toute façon, la somme du M5S plus la Ligue, ça fait déjà plus de 50%. Donc même en coalisant tous les autres, il n'y a plus moyen. Donc ils n'ont pas de solution. Donc ce scénario-là, apparemment, il est bien compromis, quoi. Après, la politique italienne étant, comme je vous disais, assez extraordinaire, on peut s'attendre à tout, à des combines dans tous les sens. Bon, mais en tout cas, ça paraît très mal barré pour ce scénario-là. Et ensuite, j'avais un deuxième scénario qui était une Italie ingouvernable. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de former un gouvernement. Alors, on finit par former une espèce de gouvernement technique, et puis, le pays glisse petit à petit vers des problèmes de plus en plus forts, de plus en plus importants, avec en plus un truc qui plane au-dessus de l'Italie, qui est le risque d'une crise bancaire majeure, semble-t-il. Ça reste ouvert, quoi. Ça reste une des choses qui peuvent se produire. Parce que si la Ligue et le M5S ne s'entendent pas, et apparemment ils ne sont pas partis pour s'entendre, d'après ce que j'ai lu, on ne voit pas trop quel gouvernement il va y avoir, quoi. Ou alors il y avait le troisième scénario. Alors dans mon scénario, c'était l'arrivée au pouvoir du M5S, et j'imaginais, grosse surprise, que en fait le mouvement 5 étoiles appliquait son programme. Ce qui serait une surprise, parce que les populistes du mouvement 5 étoiles, d'après ce qu'on a vu jusqu'ici, leur programme, quand ils sont arrivés au pouvoir, quand même, on se calme un peu, quoi. Hein, il y a une tendance cyprasisante assez forte, je crois, au M5S. Mais j'ai imaginé un scénario où le Brexit devenait de plus en plus conflictuel et où donc les Britanniques disaient aux Italiens « Ouais, non, mais allez-y. Allez-y. Faites bien chier les Allemands, c'est bon. » Et pourquoi pas, peut-être. C'est aussi un avenir possible. Je pense que ça dépendra de l'évolution interne du M5S et de la Ligue du Nord, enfin de la Ligue maintenant, et en Italie, et ça dépendra à l'extérieur de ce qui va se passer dans les relations entre les différentes puissances, essentiellement Grande-Bretagne, Allemagne et France, suivant qu'ils s'entendent ou pas. Parce que s'ils s'entendent, si la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France trouvent un terrain d'entente, je pense qu'ils n'ouvriront pas la porte, personne n'ouvrira la porte à l'Italie pour remettre en cause l'architecture du machin. Par contre, s'ils ne s'entendent pas entre eux, en particulier si les Britanniques et les Allemands ne s'entendent pas du tout, là, il y aura peut-être des portes qui vont s'ouvrir et effectivement, à ce moment-là, l'histoire pourrait s'accélérer d'un coup. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'en pense. Mais encore une fois, n'étant pas italophone, difficile, quoi. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ici. Oui, vous avez dit dans une de vos vidéos récentes que Macron présentait des signes d'émancipation par rapport à ceux qui l'ont amené au pouvoir. Je pense que ça a à voir peut-être avec
une photo que Philoche a tweetée, mais vous n'avez pas mentionné ces noms ce soir. Soral a parlé de ça aussi, mais comme vous, il n'a pas dit davantage. Donc, qu'est-ce que vous vouliez dire? Est-ce que vous auriez la chance de clarifier ce point? Alors, bon, d'abord, je n'ai aucune information off, c'est-à-dire je n'ai pas d'informations particulières sur ce qui se passe dans le secret des cours, n'est-ce pas? Bon. Ce que je pense, c'est que je ne sais pas qui est derrière Macron en réalité, et je ne sais même pas si en fait c'est quelque chose d'unitaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer effectivement que Macron a été promu par une fraction du capitalisme français. Bon, alors, c'est quand même assez clair que Drahi était là, que Minc était là, il est passé par la banque Rothschild. Ça paraît plutôt quand même le capitalisme bancaire, avec une surreprésentation, on va dire, des personnes, on va dire d'origine juive ou liées au monde juif. Bon, ce qui, personnellement, je vais être très clair là-dessus. Hein. Moi, je suis pour qu'on aborde ce genre de questions de façon froide et dépassionnée. Je n'en ai rien à foutre qu'on me traite d'antisémite, même si à titre personnel, je ne le suis pas du tout. Il y a un certain nombre de réalités qui existent, qui sont des réseaux d'influence. Ces réseaux d'influence sont, pour certains d'entre eux, totalement indépendants du monde juif. D'autres sont liés effectivement au monde juif. Certains d'entre eux sont plus structurants que d'autres, et nous sommes dans une situation où les réseaux d'influence liés au monde juif paraissent effectivement plus structurants. Bon, ben, peut-être que je me trompe, parce que ce qui se passe à l'intérieur des réseaux de pouvoir au plus haut niveau, pour les gens comme moi en tout cas, c'est largement invisible. C'est une sensation générale que j'ai. Quoi qu'il en soit, il est possible effectivement on peut très bien imaginer qu'ensuite, Macron étant propulsé au pouvoir, un certain nombre de gens se sont ralliés à lui après coup. Par exemple, M. Lecastre, le PDG d'AXA, qui est, je crois, aussi le secrétaire général ou un truc comme ça du groupe de Bilderberg. C'est encore un autre réseau d'influence qui n'est pas particulièrement lié au monde juif. Il est un peu, parce que, voilà, mais pas particulièrement. Oui, alors on peut très bien imaginer une guerre de réseaux d'influence au plus haut niveau. De toute façon, il serait assez logique que ce genre de guerre se produise, puisque sur le plan géopolitique, on voit des fissures qui s'élargissent entre les grandes puissances du bloc occidental. On voit très bien qu'entre les Américains et les Allemands, comme je vous disais, il y a de l'eau dans le gaz, qu'entre les Britanniques et les Allemands, il y a de l'eau dans le gaz. Donc ça peut avoir des conséquences en termes de réseau d'influence. Et on peut imaginer, c'est une hypothèse, mais effectivement, je ne savais pas qu'Alain Soral avait formulé cette hypothèse, mais elle est possible. D'ailleurs, Soral a peut-être plus d'informations que moi, parce qu'il a plus fréquenté certains milieux où il peut avoir ce genre d'informations. Moi, je ne les ai pas. Mais c'est une hypothèse, effectivement, qui est tout à fait possible, qu'à un moment, Macron, après avoir été propulsé plutôt par un réseau d'influence, pour des raisons X ou Y qui tiennent, par exemple, au fait que ça l'arrange plus à un certain moment, essaye de s'émanciper de ce réseau d'influence, parce qu'il y a un autre réseau d'influence qui lui propose un deal plus intéressant. Ça peut arriver. Moi, je n'ai pas l'info, si vous voulez, mais effectivement, ça peut arriver. Bonjour. Bonjour. Je me demandais si les circonstances ne pouvaient pas mener éventuellement à l'émergence d'une nouvelle figure ultra-fonctionnelle et ultra-violente du type Hitler ou Mussolini ou quelque chose comme ça. On est dans un contexte où je pense effectivement que les mécanismes pathocratiques, pour parler comme Lobachevsky, peuvent s'enclencher. La seule chose que je sais, c'est que si ça doit se produire, le type en question, il ne va pas arriver en agitant un drapeau, disant « Bonjour, je suis Adolf Hitler et je reviens ». Ça ne sera pas le film, vous savez, Erist wieder da. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Je pense que ça sera plutôt un mec qui va au contraire dire prenez-moi parce que sinon vous aurez Hitler, quoi. Et je redoute effectivement un durcissement progressif du système de gouvernement
Et alors, oui, un truc qui pourrait ressembler à une nouvelle variante du capitalisme autoritaire. Alors, est-ce que ça sera un truc de type fasciste, mais pas au sens du fascisme projet qui a réellement existé dans les années 20, qui était quelque chose d'assez... c'est peu connu aujourd'hui et difficile à assumer, parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent en général, mais qui était intéressant, effectivement. Le fascisme projet et le national-socialisme projet, ça a existé dans les années 20. Bon, il faut savoir que ça a été dégommé à un certain moment par le fascisme État et par le national-socialisme État, qui ont été des systèmes autoritaires préservant les structures du capitalisme, hein, ni plus ni moins. C'est très compliqué cette histoire. Mais je crains effectivement, sous une forme complètement nouvelle, le retour de ce genre de truc. Parce que forcément, l'oligarchie en place va vouloir défendre son pouvoir, défendre ses prébendes, défendre aussi sa zone d'influence, parce qu'elle est géopolitiquement contestée. Et là, à ce moment-là, on pourrait les antifas, n'est-ce pas, qui ne sont pas vraiment des antifascistes et qui sévissent un peu partout à travers la France, pourraient un jour s'apercevoir de ce que c'est vraiment le fascisme État. Ils pourraient s'apercevoir que le fascisme État, c'est pas du tout ce qu'ils croient. Et qu'en particulier, il ne faut pas être dupe de l'habillage idéologique. Bon, il s'est trouvé que dans les années 30, le fascisme État a utilisé le fascisme projet comme un masque. Bon, mais demain, il peut utiliser un autre masque, qui peut d'ailleurs être l'antifascisme. Pourquoi pas? Ils s'en foutent. Je veux dire, du point de vue d'un capitaliste qui est là pour que le rendement du capital soit maintenu, le masque qui va permettre de mettre en place le système qui garantit la continuation du rendement du capital, il s'en fout, quoi. Donc ça peut être toutes sortes de choses, y compris un système autoritaire, non pas d'exaltation d'un nationalisme, mais au contraire de répression de toute forme de nationalisme. Et je crains effectivement le glissement vers ce genre de choses. Voilà. Je suis désolé de ne pas vous remonter le moral, mais c'est ce que j'ai voulu dire à la fin en parlant de Lobachevski. Hein. Oui, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'assassinat de cet espion russe en... J'en pense que les Britanniques disent que c'est les Russes qui l'ont fait, que c'est possible, hein, parce que effectivement les services russes sont capables de faire ce genre de choses. Maintenant, ce que je me dis aussi, c'est que je ne vois pas pourquoi les services russes seraient allés tuer ce mec. Qu'est-ce que ça leur rapporte vraiment ? Pourquoi ils l'auraient fait en plus d'une façon aussi abracadabrante? Parce que finalement, apparemment, je ne suis pas un spécialiste et je ne connais pas les détails du dossier, mais sur ce que je sais, ils n'étaient pas obligés d'employer un poison super sophistiqué, etc. Enfin, je veux dire, j'ai lu le manuel de la CIA, parce qu'on nous a présenté comme le manuel de la CIA, il est disponible en ligne, le manuel que la CIA donne à ses agents, et il y a des recommandations sur la façon de tuer des mecs. Bon, c'est normal en même temps, c'est la CIA, c'est pas une entreprise philanthropique. Hein. Bon. Et la recommandation, en gros, c'est le mieux, c'est d'utiliser une arme par destination que vous trouvez sur place. Comme ça, il n'y a aucun moyen de retrouver que c'est votre arme. De toute façon, elle était sur place. Si en plus vous pouvez simuler un accident, en gros, c'est parfait, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas du tout un trip. On va utiliser du polonium ou je sais pas quoi ou des poisons super sophistiqués, quoi. C'est il avait un presse-papier en forme de gros caillou, c'est dommage, tiens. Bon. Donc, d'ailleurs, il y a même un type comme ça, il a eu un problème avec un piolet, mais enfin, ceci est une autre histoire. Donc, pourquoi les Russes auraient fait ça? Pourquoi cette espèce de roman d'espionnage? Après, c'est possible. Hein, peut-être que c'est Poutine qui a dit, maintenant qu'on a militairement les moyens d'envoyer chier les anglo-saxons, ce qui apparemment est le cas d'après ce qu'il a dit récemment, peut-être qu'il s'est dit, on va s'offrir un petit plaisir, tiens. On va aller non seulement leur flinguer un mec qui nous a trahis, mais en plus, on va bien montrer que c'est nous pour bien leur dire et va te faire foutre. Ce qui est tout à fait possible. Hein, mais je crois pas trop, en fait. Je pense que... peut-être je me trompe, mais j'ai plutôt l'intuition d'un truc, d'une manip. Savoir exactement qui l'a fait et pourquoi. Dans ce genre de truc, il vaut mieux attendre. Vous savez,
En général, sur ce genre de truc, la vérité surgit 20 ou 30 ans plus tard, quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux en dire aujourd'hui. C'est bon? Ah oui, merci. Bonsoir, Monsieur Drac. Bonsoir. Juste une toute petite question, effectivement. Moi, j'ai, comme vous, été sidéré par les dernières élections présidentielles. Je voulais vous poser la question par rapport à la projection, mettons, dans 5 ans. Est-ce que vous pensez que, vu le réveil de certains peuples, bon, bah, les Italiens, je ne parle pas de la politique qui va suivre, parce qu'évidemment, en Italie, la politique, c'est très compliqué, mais le peuple italien s'est quand même exprimé, donc c'est intéressant. Et donc, comment vous voyez le peuple français dans 5 ans? Est-ce qu'il peut y avoir un réveil ou est-ce qu'il continue à dormir? Est-ce qu'il est toujours dans sa réalité parallèle? Comment vous voyez les choses? D'abord, savoir une chose, je suis très très mauvais sur la politique intérieure française. Vraiment très mauvais. C'est-à-dire que ça fait un certain nombre d'années que j'essaye de faire des prévisions. Enfin, pas des prévisions, je ne fais jamais des prévisions, mais d'évaluer des probabilités, d'étudier des scénarios. Donc maintenant, il y a des domaines où je sais que je ne suis pas trop mauvais et des domaines où je sais que je suis mauvais. Par exemple, en géopolitique, je ne suis pas trop mauvais, j'ai l'impression. Sur les tendances lourdes économiques, je ne suis pas trop mauvais. Je suis assez mauvais sur les choix des classes dirigeantes en matière de gestion de la crise. Je n'ai pas compris leur logiciel, il y a un truc qui ne va pas. Et alors, en politique intérieure française, je suis carrément très mauvais. Je pense que ça vient du fait que ça va les chevilles? Ouais, c'est bon, allez, on va y aller. Je pense que simplement que j'ai un niveau d'information, et à cause de la masse que j'ai lue maintenant, qui est tellement plus élevé. Ça va, ouais, ça va toujours, ouais. Bon. Mais tout simplement qui est tellement plus élevé que la grande majorité des gens que je n'arrive plus à comprendre comment la grande majorité des gens voient les choses. Donc je suis très mauvais dans ce domaine-là. Maintenant, ce que j'observe, c'est que les fondamentaux anthropologiques des Français ne sont pas très différents de ceux des autres peuples européens. Bon. Ce que j'observe, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand les Italiens se sont aperçus que même avec des statistiques truquées, leur PIB par habitant aujourd'hui est inférieur à celui de 1998 quand ils ont constitué l'euro, quand ils se sont aperçus qu'il y avait des parties du territoire qui échappaient non seulement au contrôle de l'État, ce qui n'est pas forcément de nature à traumatiser excessivement les Italiens, mais même au contrôle des autorités locales, ce qui là, les impressionne beaucoup plus, eh bien, j'observe qu'à ce moment-là, effectivement, on a passé un seuil. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il y a eu plus de 50% des personnes pour s'exprimer pour un parti populiste. Je pense que les fondamentaux anthropologiques des Français ne sont pas très différents de ceux des Italiens. Et que donc, si on imagine qu'après, on va faire de la prospective, on va imaginer, on va dire, voilà, il y aura un retournement conjoncturel économique dans un certain temps avant 2022. Et il y en aura un, je pense. Quelle sera sa gravité? C'est difficile à dire. Moi, je pense qu'il risque d'être très violent, parce que les facteurs structurels de déséquilibre sont très grands. Mais je ne peux pas être sûr, c'est pareil. Je ne fais jamais de prévision, en fait, parce que je ne suis pas sûr à 100%. Mais si on imagine que c'est un retournement très violent, ça veut dire effectivement qu'on arrive en 2022 avec une situation de la France en 2022 qui pourrait un peu commencer à ressembler à celle de l'Italie en 2018, quoi, hein, s'en rapprocher un peu. Effectivement, politiquement, ça risque d'être différent de ce qui s'est passé en